du dimanche 23 mai 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Les internautes l'ont baptisé le Covid Gate. C'est que la synthèse du premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus alimente toutes les conversations depuis son apparition sur les réseaux sociaux le 19 mai. Dysfonctionnement, malversation dans la gestion des fonds, dépassement de budget, évasion des fonds, tout y passe et on en parle dans un instant. On parlera également de la 49e édition de la célébration de l'État unitaire, célébration dans le silence en raison de la Covid-19. Invité ce dimanche, Denis Kwebo, vous êtes journaliste, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci Léla et je salue particulièrement les co-panélistes et toutes les personnes qui regardent cette émission. Je sais qu'on en a en centaines de milliers. Avec vous, on parle de l'élection à la mairie de Baganté, notamment du rôle joué par les autorités. Un commentaire. Oh, vous savez que je ne fais pas partie des personnes qui inventent une actualité dans l'actualité. Il y a eu élection à la mairie de Baganté. Il y a une autorité qui est chargée de connaître la légalité d'une telle opération. Les batailles politiques, cette fois-ci, n'étaient pas entre le parti au pouvoir et l'opposition. C'était entre clans opposés du parti au pouvoir. Ça montre bien que les intérêts individuels, les intérêts de clans sont en réalité au-dessus de l'intérêt général. L'élection à la mairie de Baganté, j'ai vu des commentaires qui ont été faits notamment sur l'attitude de monsieur le préfet du Ndé. Je pense qu'il a fait très correctement et très proprement son travail. Il a fait son travail. Il a fait son travail parce qu'il ne s'est pas laissé prendre en otage par les clans rivaux à Baganté. Et naturellement, il faut comprendre que ceux qui perdent une telle élection vont accuser l'autorité administrative. L'autorité administrative n'est pas membre du conseil municipal. Il y a eu des conseillers municipaux et nulle part on a appris que le préfet avait imposé à tel conseiller ou tel autre de voter de telle ou telle façon. Par contre, il faut stigmatiser l'attitude du RDPC qui, ayant même raison, parce qu'en tout état de cause, le mandat impératif est nul. Lorsque vous êtes élu sous la bannière d'un parti, il faut arrêter de jouer au faussaire, comme certains conseils de Baganté. Si vous êtes élu sous la bannière du RDPC, vous devez suivre les consignes du RDPC en matière de choix de l'exécutif. Vous n'allez pas avoir une élection gagnée par le RDPC et voir la politique d'une chauve-souris ou d'une top appliquée dans cette mairie-là. Ce qu'on fait lorsqu'on est en désaccord profond avec sa formation politique, c'est de démissionner. Si les gens voulaient être courageux à Baganté, ils auraient par exemple démissionné en bloc du RDPC et présenté une candidature. Là, c'est un mais on a vu un parti politique se donner un spectacle dans une salle de conseil municipal. Et je crois qu'il y a un communicateur du RDPC ici, il saura. Ou alors peut-être le RDPC à son niveau sait comment résoudre ce genre de différends. Donc, il ne faut pas que chaque fois que nous commettons des bêtises, qu'on essaye de faire porter cela à autrui. C'est le RDPC et ses conseillers municipaux ou ses conseillers dissidents qui ont embarrassé une autorité administrative qui a des impératifs d'ordre public. Vous n'allez pas penser que parce que c'est vous le RDPC ou parce que vous êtes le plus fort à Baganté, vous allez imposer au préfet ou à un sous-préfet qu'il se soumette à votre dictat. Donc moi je salue plutôt le courage de monsieur le préfet que je connais bien. Je ne le connais pas, je ne le dis pas en tant que membre de ma famille, comme un administrateur qui sait faire son travail et j'estime que pour ma part il a fait correctement son travail. André Luther Meka du RDPC est également avec nous. Bonjour monsieur Meka et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cet hebdo. C'est toujours un plaisir de partager les idées, d'échanger avec des co-panélistes et je suis très ravi également de retrouver monsieur Denis Kwebo qui est un journaliste chevronné sur ce plateau et d'autres panélistes. Alors, comment est-ce qu'il faut lire justement cette bataille RDPC à Baganté? Ou alors ça relève de la vitalité du parti? J'ai toujours une vision d'un parti, il faut le savoir, qui est convoité,
qui est l'objet de toutes les convoitises et qui concentre toutes les classes sociales du Cameroun et toute la crème du Cameroun. Et ce parti qui est un parti de masse et qui est un parti qui a beaucoup de militants est également un parti convoité et dont les postes d'investiture sont également convoités. Donc, pour moi, la vitalité d'un parti, c'est aussi le challenge qui existe dans ce parti. C'est aussi les rivalités idéologiques, idéales qui existent dans ce parti. La vitalité d'un parti, c'est aussi, n'est-ce pas, la compétition, la concurrence. Et pour moi, en tant qu'homme politique et en tant que communicant politique, je ne trouve pas d'inconvénient qui est, n'est-ce pas, est-ce que ça apparaît à ce niveau, des rivalités d'idées. Mais ce que je trouve malsain, c'est que certains de nos camarades puissent bafouer la consigne de la hiérarchie du parti. Et ceux qui sont à l'extérieur des partis ne peuvent pas comprendre qu'un parti est une organisation. Une organisation a des règles, a des principes. Une organisation a aussi, n'est-ce pas, la stratégie de positionnement des hommes qui représentent ce parti. Et ce positionnement-là, des hommes, on appelle ça investiture. Ce positionnement est critérié sur un certain nombre de leviers. Le levier de la confiance, parce que le parti vous reconnaît comme quelqu'un qui est capable de le représenter, qui est capable, n'est-ce pas, de ne pas trahir le parti. Quand je dis trahir le parti, c'est respecter l'idéologie et le programme du parti. Il y a le critère de la compétence, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de compétences, un certain nombre d'habilités, d'aptitudes qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir servir les populations. Et notamment aussi, au-delà du critère de la compétence, vous avez, n'est-ce pas, le critère, n'est-ce pas, de la popularité et, n'est-ce pas, des états de service. Donc, ce critère des états de service permet à un certain moment de jauger votre CV. Parce qu'au-delà du CV studiorum curriculum, il y a le CV politique. Et ce CV politique, dans les partis politiques, joue beaucoup. C'est-à-dire ce que vous avez apporté dans le parti, votre évolution dans le parti, votre contribution dans le parti. Et c'est à partir de ces critères que le parti est à mesure de vous investir. Et je l'ai toujours dit dans les débats. Pas grâce à l'affiliation. Je l'ai toujours dit dans les débats. Moi, particulièrement, je suis pour les investitures parce que les investitures permettent, n'est-ce pas, à un parti politique de contrôler son parti, de contrôler son idéologie et notamment de contrôler l'évolution des hommes qu'il met sur le parti. Oui, j'ai lu un très grand article de M. Jean Joya sur l'hérédité politique, l'hérédité parentale politique, et je peux vous dire qu'il y a une sorte de malédiction qu'on voudrait, d'anathème qu'on voudrait mettre au fils des hommes politiques au Cameroun. Je suis mal à l'aise quand je parle de ce débat parce que demain, si mon fils me remplace parce qu'il est compétent dans la communication du RDPC ou dans le RDPC, il sera disqualifié parce qu'il est le fils de Meka. Je crois que dans l'hérédité politique parentale, il faudrait nettement mettre la compétence en jeu, mettre la méritocratie et permettre à chaque Camerounais, quelle que soit son origine, quelle que soit, n'est-ce pas, sa famille, de pouvoir jouir des avantages politiques, civiques et de pouvoir jouir de tous les avantages qu'il y a au Cameroun. Parce que c'est aussi un Camerounais. Je suis contre la disqualification justement, du mérite familial. C'est peut-être l'occasion également de vous interroger sur ce mouvement, rapidement sur ce mouvement qui voit le jour sur les réseaux sociaux, le mouvement de soutien à Franc-Biya, on les a appelés les franquistes. Comment est-ce que vous l'appréciez, ce mouvement-là? Je voudrais d'abord être clair. Je soutiens le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et je suis un communicateur du RDPC, dont je réponds au soutien du chef de l'État, qui est notre président national, et je réponds du RDPC. Et je voudrais vous dire que je ne suis pas contre que M. Franc-Biya soit candidat. Alors, vous avez justement... Je ne suis pas contre parce qu'il doit jouir de tous les privilèges civiques et politiques d'un citoyen camerounais. Et je serais peut-être contre s'il ne passe pas aux élections. Parce que les élections, la souveraineté politique, c'est le peuple. C'est le peuple qui choisit. C'est la démocratie, c'est le peuple qui élit, n'est-ce pas, ses représentants. Donc, s'il est investi par un parti politique et s'il est voté par les Camerounais, je ne trouve pas d'inconvénient. Vous avez parlé de méritocratie tout à l'heure. Quels sont justement les faits d'armes de Franc-Biya dans la politique au Cameroun?
il est conseiller spécial du chef de l'État. Ça veut dire que... Officieusement, officiellement? Officiellement. C'est sérieux. Ça veut dire qu'il est notamment au cœur de tous les dossiers. Il est chef d'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est, sur le plan de la compétence, c'est quelqu'un de peu disert, qui est notamment sur le plan comportemental, qui est extrêmement réservé, poli, et quelqu'un qui a des aptitudes, des maîtrises de soi dont on admire. Donc, pour moi, je crois que si un homme politique qui a une virginité politique et qui a été au fait du cœur du pouvoir pendant des années et qui a grandi notamment dans la réserve, dans le respect des uns et des autres, et qui a managé les Camerounais et veut être candidat, soit-il le fils d'un chef de l'État, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Où est-ce que vous placez le fait de gravir les échelons pas à pas? Les échelons de quoi? Dans la politique, bon, même au sein du parti. Bon, je voudrais... Ce n'est pas un parachutage, justement. Je voudrais signifier ici que la politique ne se fait pas seulement par la gradation dans un parti. La politique se passe notamment dans les partis politiques, dans le soutien des partis politiques et dans la vie des partis politiques. Donc, vous n'allez pas me dire que si vous êtes au cœur de l'histoire politique du Cameroun et que vous avez vécu toutes les évolutions politiques du Cameroun, vous êtes incompétent de pouvoir agir ou d'influencer le cours politique au Cameroun parce que vous n'avez pas été président de section, président de sous-section, président de comité de base, président régional, je ne sais pas, autre titre. Donc pour moi, la compétence politique s'acquiert également dans la participation que vous avez dans le cours de l'histoire que vous participez par rapport à la vie politique d'un parti politique ou de la vie d'une nation. Merci André Luther Meka d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, on reçoit Mars Wabo du MRC. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, bonjour à tous mes compatriotes et à des millions de téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver parmi vous cet après-midi. Alors, avant votre question d'entrée sur Camerco, j'imagine que vous voulez répondre à André Luther Meka parce que je vous ai vu prendre des notes de façon très méthodique. Oui, en fait, je prédis une ou deux choses. Je ne serais pas gêné à ce que M. Frambia, justement, soit candidat à une élection. Je ne peux pas être gêné. C'est un citoyen comme tout autre. Mais seulement, il y a un problème qui va se poser. C'est que si on ne se retrouve pas devant une refonte d'un système électoral consensuel, alors on va se retrouver dans une situation où on va penser que ça sera à dessein que M. Biya mettra justement tout l'appareil étatique justement pour faire passer M. Frambia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dénonce un ensemble d'États qui mine du système électoral camerounais. Alors aller aux élections dans de telles conditions, on trouvera les mêmes préfets, les mêmes sous-préfets, bref, tout l'appareil étatique qui voudrait justement favoriser Frambia. Alors, lorsque M. Meka parle du parcours de Frambia, oui, on peut questionner le parcours de Frambia. À ce que je sache de manière officielle, M. Frambia n'est pas de manière officielle conseiller de M. Biya. Je ne pense pas. Ou alors, ça peut se retrouver de manière officieuse, mais de manière officielle, nulle part, on nous a dit un jour que M. Frambia était conseiller de M. Biya. Deuxième des choses, ok, on me dit que M. Frambia a des entreprises. Je veux bien croire que M. Frambia a des entreprises, mais il faut encore questionner comment ces entreprises sont gérées. Si vous avez devant, bon, moi on me dirait que c'est un forestier, vous avez devant vous quelqu'un qui, on sait très bien comment la forêt du Cameroun est exploitée, on sait justement qu'il détient à lui seul tout le contrôle de la forêt du Cameroun. Est-ce pour autant qu'on peut justement... Non, je vous en prie. Monsieur Meka, vous pouvez souffrir que je parle un peu? Je vous en prie, merci. Donc, peut-être que j'utilise l'expression tout qui sans poser de problème, mais on sait bien qu'une bonne partie de la forêt camerounaise est gérée par M. Frambia. Mais là n'est même pas le problème. Mon problème, c'est que on ne peut pas, de manière lucide, avoir une traçabilité sur le parcours de Frambia. Si on dit aujourd'hui aux Camerounais que M. Frambia veut être candidat à l'élection présidentielle, il serait difficile justement pour les Camerounais de nous tracer le parcours de M. Frambia. Vous-même, vous l'avez dit que c'est un homme effacé, ça je suis d'accord avec vous,
mais il est effacé justement. Comment donc comprendre que du jour au lendemain, quelqu'un va réapparaître parce qu'au travers d'un mouvement pour dire, bon voilà, au soutien à ceci, non, il faut qu'on soit sérieux. Si c'est avéré qu'il y a un tel mouvement, parce que moi je ne crois pas, ce mouvement-là, je le vois sur les réseaux sociaux, si ce mouvement est avéré, je dis tout simplement que M. Biya voudrait faire un passage en force. Je n'ai aucun problème que M. Franck Biya soit candidat à une élection, mais nous disons tout simplement qu'il ne faudrait pas que les dés soient pipés. Monsieur Bassouabo, quelle question soulève la sortie de piste de cet avion de Camerco vendredi dernier? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? J'ai suivi comme vous dans des réseaux sociaux, je crois, qu'il y a un avion qui a atterri, je crois que ça partait de Douala, ou bien de Bafoussam, je ne sais pas très bien, qui a atterri à Simalène, au lieu d'atterrir sur la piste, a dû atterrir en arrière, c'est ça? Je crois que M. Meka et son système et son régime et ceux qui nous gouvernent doivent pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que nous, quand nous décrions ici qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, il n'y a pas d'aéroport, et on pense souvent que nous sommes en train justement d'éterniser l'image du Cameroun. Ce que j'ai tout simplement, l'impression qui se dégage quand je suis cette actualité-là, j'ai le sentiment justement que le Cameroun est en train de mourir et qu'on voulait justement profiter justement des entreprises aussi médiocres comme Cameco justement pour liquider les Camerounais. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Franck Essi. Il est le SG du CPP. Il est membre de Stand Up for Cameroun. Bonjour, monsieur Essi, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Lila, bonjour à mes companélistes et bien sûr à tous ceux qui nous font le plaisir de nous regarder. Alors, avec vous, on analyse la présence du Premier ministre au JICAM cette semaine et l'impact que ça peut avoir sur l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. Je ne sais pas si ça aura un impact puisque, écoutez, c'est pas la première fois qu'il y a des rencontres entre le Premier ministre et le JICAM. Et au-delà du JICAM, le monde des affaires, puisque depuis des années maintenant, on a mis en place ce qu'on appelle le Cameroun Business Forum, où on discute un peu d'un ensemble de difficultés que rencontrent les opérateurs économiques et bien sûr des réformes que le gouvernement doit mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Et il se trouve que même si la partie discussion et conclusion des réformes a souvent bien marché, c'est la partie exécution qui a toujours été problématique puisque les lenteurs viennent du côté du gouvernement d'une part. Mais je crois que ce qui a été aussi mis en exergue lors de cette visite du Premier ministre, c'est le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, voilà, qui est une région, qui sont deux régions économiquement sinistrées d'après le gouvernement et qui depuis au sorti du grand dialogue national doit faire l'objet justement d'importants investissements sur 10 ans, notamment il y a un plan de 89 milliards et il se trouve qu'à ce jour, je crois qu'on n'a pas encore pu mobiliser 10 milliards. Et c'est aussi un sens de l'appel du Premier ministre. Si à plus de presque 2 ans après le grand dialogue, on en soit encore à de telles difficultés de mobilisation, je crois que ce qui est en cause ici, à notre avis, c'est la démarche elle-même, la démarche gouvernementale concernant ces régions, concernant cette crise, en ce sens que pour beaucoup d'observateurs, y compris ceux que le gouvernement prend en témoin comme partenaires, c'est-à-dire les fameuses organisations internationales, on semble mettre la charrue avant les bœufs. On semble vouloir se mettre à reconstruire des infrastructures diverses alors que l'environnement reste volatile, la sécurité n'est pas établie. Et à ce titre-là, ça peut expliquer les réticences aussi bien des opérateurs économiques nationaux que des opérateurs internationaux. Il y a même beaucoup de gens qui disent que ce ne sont que des entreprises mafieuses qui peuvent trouver intérêt à investir massivement dans des zones en proie encore à une telle volatilité de la sécurité. Donc c'est le lieu pour nous de rappeler simplement que c'est une situation grave parce que c'est un peu plus de 5000 morts, c'est environ 60 000 réfugiés, c'est des centaines de milliers de déplacés internes et c'est ces derniers mois en particulier, vous savez que nous on produit un rapport sur l'évolution des violences et des violations des droits de l'homme, c'est des développements inquiétants du côté des séparatistes avec le recours à ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés auxquels ils ont de plus en plus recours et qui permettent de faire mouche aussi bien au niveau des civils, des populations, des forces de défense que au niveau des infrastructures. Donc un tel environnement appelle peut-être des clarifications de la part du gouvernement et relance sur la table ce que beaucoup parmi nous estiment comme être des efforts insuffisants en matière d'exploration des solutions politiques à cette crise. Donc il est venu, il a appelé à une contribution, à peine 2 milliards ont fait l'objet de promesses d'engagement, c'est très loin par rapport aux 89 milliards mobilisés au final et sur le terrain c'est inquiétant et c'est l'occasion simplement de se poser la question,
comment ce dossier important, on finit par avancer. Et c'est un rapport qui, depuis son apparition sur les réseaux sociaux le 19 mai, alimente toutes les conversations. Et pour cause, la Chambre des comptes de la Cour suprême fait clairement savoir que les fonds octroyés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont été mal gérés. On va commencer par vous, Franck, ici une fois encore. Quelle est la lecture que vous faites de la synthèse du rapport général de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus? Je crois que, comme tout Camerounais, c'est un scandale. C'est choquant. Ce n'est pas nouveau, mais c'est d'autant plus choquant que ça concerne une maladie qui vraiment nous a fait pendant très longtemps paniquer, qui a fait encore que notre gouvernement, en notre nom, aille solliciter les concours financiers d'organismes qui, par le passé, dans l'encadrement du gouvernement camerounais, dans les réformes qui nous ont conduit à mettre en œuvre, nous ont fait passer par des décennies perdues en termes de développement. Je parle du FMI. Donc, on a l'impression que, à travers une telle mauvaise gestion, à travers un vol à ciel ouvert, comme ça s'est organisé, comme le rapport nous le fait constater, c'est vraiment l'avenir de plusieurs générations qu'on veut encore compromettre, qu'on est en train de compromettre. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui, à notre avis, ne devrait pas laisser les Camerounais indifférents. Et ces derniers doivent absolument se mobiliser pour que, premièrement, les coupables soient absolument sanctionnés et que toutes les conséquences soient tirées, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas simplement ces fonds mobilisés dans le cadre du Covid qu'il faudrait auditer. Ça nous donne une idée un peu de l'ensemble du pillage qui est en cours depuis plusieurs décennies déjà au Cameroun. Et ça demande véritablement que pour l'avenir du pays, vraiment que des choses inédites soient faites pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est quelque chose qui est quand même, que les Camerounais soupçonnaient, mais qui est absolument choquant et qui commande des mesures inédites. Comment est-ce que vous appréciez, Denis Kwebo, le travail fait par la Chambre des comptes? Disons que la synthèse ou le rapport qui circule sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme le journalisme de liste qu'on a connu dans ce pays. Et ce rapport, tel qu'il est géré, n'est pas de nature à faire la lumière sur un certain nombre de choses. Et je pense que c'est scandaleux qu'un rapport aussi important se retrouve d'abord sur les réseaux sociaux. Nous avons un budget de, je crois, 5 000 milliards. Et sur beaucoup d'années, on a eu des audits. Il n'est jamais arrivé que les gens voient les rapports d'audit. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un état d'opacité généralisée à un état de pseudo-transparence avec un rapport qui est balancé? Pour moi, je travaille souvent je travaille généralement sur les chiffres, notamment sur les chiffres liés au flux. Denis Kwebo, je vais vous expliquer. Vous prenez quand même en compte le fait que ce soit le FMI, entre guillemets, qui met de la pression pour que soit produit. Vous avez les correspondances du FMI qui mettent de la pression. Vous savez, on est quand même au Cameroun, et ce qui est bien ici, on a beaucoup de pays du monde, mais notre pays est particulier. Vous avez des tas d'informations qui circulent même au milieu des journalistes, sans que les désinformations aient des supports, qui sont des supports matériels. Vous voyez que tout le monde vous dit, voilà un rapport. Il y a même des commentaires déjà tout faits, c'est-à-dire que le rapport est sorti. Il y a des commentaires prêts qui sont sortis, qui circulent en même temps que le rapport. Il y a des informations qui viennent du FMI qui auraient... J'ai fait des études, parce qu'il faut aussi suivre ce que les leaders d'opinion disent. Le FMI a contribué à détourner 75 milliards dans le projet Jovic au Cameroun. Il y a même eu une plainte contre le FMI, sans suite. Le FMI a détruit des économies. Donc, il ne faut pas que de temps en temps, on aide les Camerounais à penser que voilà, le bon Dieu est arrivé au Cameroun. Ceux qui n'ont jamais pensé que la Cour de compte était capable de transparence sont en train de défier cette Chambre de compte qui n'a jamais présenté des comptes par le passé. Je ne suis pas en train de porter atteinte à l'honorabilité d'une chambre, mais il dit que c'est quand même surprenant la forme par laquelle, je ne suis pas dans le fond, la forme que prend ce rapport-là. Est-ce que le rapport qui est accompagné de commentaires préfabriqués, est-ce qu'il n'est pas là pour rechercher un but et peut-être couvrir, n'est-ce pas, les manquements qui ont été dégagés? Je viens. Avant que ce rapport ne sorte, il y avait une liste qui indiquait que tel ministère a eu tel montant pour les fonds Covid.
sans avoir besoin, sans être en voie d'écrire un article de presse, j'ai vérifié sur les montants attribués au ministère, sur 3 institutions ministérielles, en interrogeant directement les chefs du département ministériel qui ont dit ils n'ont jamais un jour reçu le moindre copec. Il y avait une liste qui circulait qui disait que tel montant, MINDEF, tel montant. On ne peut pas faire circuler des listes comme information dans un pays. Deuxième chose, la Chambre, pour celui qui recherche, qui serait un enquêteur, fait des constats. Il n'y a pas d'explication dans ce rapport. C'est des constats. Et c'est qu'il n'y a pas d'explication. C'est un audit qui constate un certain nombre de choses. Et on vous dit qu'il y a des auditions, il y a eu des dépositions. Si moi j'étais en train de faire des articles de presse, je serais là strictement dans le cadre de la chronique judiciaire, puisque le TSS s'en mêle. Et on est dans la chronique judiciaire. Les seuls éléments qui peuvent aider un Camerounais à comprendre, c'est les éléments émanant de la chronique judiciaire. C'est-à-dire en disant que il y a eu telle audition, on a posé telle ou telle question à tel responsable sur telle partie du rapport, et voici la réponse. Sinon, on tourne, on retourne. Et ce que je dis avant de ça, parce que je peux oublier, c'est que ce sont les dirigeants de ce pays qui sont impliqués dans des détournements massifs qui alimentent actuellement, je dis bien, la communication sur ce rapport. Je parle avec gravité. Ce sont ces gens connus qui alimentent cela. Sauf qu'il y a de cela 2 jours, il faut en parler, de cela 2 jours, le rapport de force s'est inversé lorsque ceux qui poussent les Camerounais à se focaliser sur 89 milliards ont été eux-mêmes convoqués au TCS. Et vous allez voir que d'ici demain, parce que la presse, une partie de la presse est aux ordres de ces officines-là, vous allez voir comment il y aura inversion de la tendance dans l'opinion. Parce que ceux qui pensaient que, en faisant des commentaires préfabriqués sur le rapport, ils allaient peut-être couvrir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire, ils seront obligés d'aller encore vers cette partie de la presse pour dire peut-être il faut mettre un point. Donc je suis, en tant que journaliste, je suis contre les informations parcellaires qui circulent sur des questions essentielles. Il y a eu 89 milliards. Oui, si 89 milliards. Les chiffres? Non, j'ai dit quand on a des chiffres, quand on a un montant qui est débloqué pour lutter contre le vide. 180, non? J'ai 180 milliards. Ce que nous, on veut savoir, c'est comment l'argent était. On ne veut pas savoir si on a constaté que tel prix était différent, mais la conséquence que cela emporte, c'est quoi? Est-ce qu'on a pris? Qui a pris? Donc, ce qui nous intéresse... En fait, ce que vous dites, c'est que le rapport n'est pas suffisamment clair. Non, le rapport n'a pas fait... Que le rapport est... Parce qu'à un moment, dans le rapport parle de l'incidence sur la trésorerie du Cameroun. Oui, il est là. Je dis que le rapport est en lui-même, c'est comme ça que les rapports se font. Et c'est un bon rapport. Sauf qu'il y a un commentaire préfabriqué qui fait en sorte que le rapport ne serve plus l'intérêt qu'il devait servir. Le rapport, c'est un tableau de bord. Après ce tableau de bord, il y a des suites. Et c'est pour ça qu'il y a des auditions quelque part. C'est les auditions-là qui intéressent le commun des Camerounais, parce que quand on dit qu'on a débloqué 10 milliards pour acheter 10 millions pour acheter un micro, et qu'on ne voit pas ce micro, il est possible, là, que dans le cas des auditions, qu'ils disent que non, en fait, le micro qu'on cherche, le voici. C'est vrai qu'il faut aller pas à pas. Il ne faut pas conclure à l'état du rapport. On a un rapport, c'est un tableau de bord, nous regardons, et nous demandons à savoir quelle est donc la conséquence de droit qu'emporte le rapport. Le rapport en lui-même n'est pas une décision de justice. Il faut qu'on avance sur le rapport maintenant. Votre analyse, l'analyse que vous faites de ce rapport, pour Franck Essis, c'est un véritable scandale. Denis Kobo, lui, il associe ce rapport au journalisme de liste qu'on a connu à un moment donné. Tel qu'il est là, L'honorable Jean-Michel Nietzsche, lui, pense que l'histoire lui donne finalement raison. Et vous, où est-ce que vous vous situez? Je vais être honnête sur le plan intellectuel. Tout d'abord, c'est un rapport qui, avant de questionner tout son fond, parce qu'on peut questionner le fond de ce rapport. Bien, d'abord, c'est un rapport d'étape. Je crois que ce n'est pas un rapport définitif, parce qu'en réalité, lorsque vous êtes appelé à faire un audit dans une structure, des gens que vous auditez, vous avez le devoir et même l'obligation de mettre à leur disposition justement ce rapport et pour respecter un principe, le principe du contradictoire. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas dire à un moment donné que quelqu'un a volé 1 million, je dis n'importe quoi.
Si vous voyez justement dans une rubrique qui a justement une dépense d'1 million, vous avez l'obligation de demander aux mis en cause, aux concernés, de nous sortir justement des éléments qui prouvent, qui justifient justement le compte qui a été mouvementé à hauteur d'1 million de francs. Cela s'appelle le principe du contradictoire. Alors, si vous allez comme ça, sans toutefois interroger la personne auditionnée, sans toutefois lui permettre de faire donc des observations sur votre rapport, avant que de tirer vos propres conclusions, vous pouvez justement biaiser justement un ensemble de choses. Et du coup, si le principe du contradictoire n'est pas respecté, on va penser à un moment donné qu'il va s'agir justement d'un rapport qui, ma foi, peut justement relever du sensationnel. Donc moi, ce qui peut m'intéresser là-dedans, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu le principe du contradictoire. Alors, s'il y a eu le principe du contradictoire, là, ça devient intéressant. S'il n'y a pas eu le principe du contradictoire, alors ça pose problème. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver dans ce que M. Denis Kouépou disait, on accuse des gens, et après, justement, quand les gens décident de se justifier, fournissent des pièces, on a eu ça à un moment donné dans ce pays, où on a dit que des gens détenaient 150 milliards. Après, vous vous retrouvez justement au tribunal, on vous dit que c'était 10 millions, parce que justement, le Camerounais aime des chiffres. Non, pour faire sérieux. Mais moi, je dis tout simplement que si j'admets, parce que je respecte les gens de la Chambre des comptes, je crois que ce n'est pas des amateurs qui sont là-bas. Ils ont justement connaissance de ce que si vous attribuez à quelqu'un des choses qui n'ont pas été faites, alors très rapidement, vous savez que vous pouvez passer cette personne à la guillotine, même du point de vue du droit. Je pense pour ma part qu'à cette étape, vu comme justement un rapport d'étape, il est donc de bon ton qu'à un moment donné, justement, ces personnes soient véritablement auditionnées. En ce moment-là, on pourra se prononcer. Parce que si je me mets aujourd'hui à dire que, bon, voilà, on peut se prononcer, même si je peux voir un tableau de bord, parce que j'ai quand même vu un tableau de bord qui circule, maintenant, on peut s'interroger sur l'authenticité de ce tableau de bord. Je vois des noms, je vois des chiffres, je ne voudrais pas rapidement m'aventurer là-dedans, mais si j'avais devant moi un rapport, en tenant compte du principe du contradictoire, je me serais prononcé de manière efficace. André Ditemeka, ce rapport d'audit de la Chambre des comptes paraît-il satisfaisant pour conclure à des déterminants? Je vais dire que ce sont des constats. Ce sont des constats qui sont faits. Et je ne sais pas si ces constats, comme disent les panélistes, il y a eu le principe du contradictoire. Et si cela a été jugé sur pièce, avec des preuves et des indices, n'est-ce pas, de preuves. Donc ce sont des constats. Je ne voudrais pas questionner la Chambre des comptes, mais je voudrais vous donner une information qui est très très importante. La première information que je voudrais vous donner, c'est que chaque dotation financière est notamment dans le cadre économique, un marché économique. Et l'information que je vous donne, c'est que ce que vous voyez là, c'est la bataille des hommes d'affaires. Pour être clair, hein, l'honorable Nietzsche est accusé d'instrumentalisation et de manipulation des prestataires qui ont raté le marché, qui ont loupé ce marché, qui ont acheté Nietzsche pour pouvoir se venger. Des autres, laissez-le poursuivre, messieurs. Des autres prestataires. Ce qui fait en sorte que ça devient la bataille, n'est-ce pas, des hommes d'affaires sur le contrôle des marchés du Covid. C'est une information que je vous donne. Le deuxième constat que je fais, c'est que toute la République a été émue, contente de voir un ministre de la République, le ministre Manaouda Malachi, qui a pris le taureau par les cornes et qui nous a satisfait dans la première phase du Covid avec un déploiement véritablement satisfaisant et inédit. Vous avez vu un ministre qui a inauguré, n'est-ce pas, les publications en donnant aux Camerounais, minute by minute, l'évolution et en mettant un dispositif impressionnant par rapport au Covid. Nous avons vu ce ministre qui a suspendu même certaines cliniques qui faisaient la surenchère au niveau du Covid. Nous avons vu ce ministre nous faire un rapport exhaustif de toutes les contributions avec tout ce qui a été dépensé. Moi, je pense que c'est un acharnement. Alors, c'est un acharnement contre le ministre de la Santé qui a géré cette phase de Covid. L'acharnement vient de qui? Mais
j'ai l'impression que dans ma première phase de parole, vous n'avez pas bien suivi. Alors, vous avez dit Jean-Michel Nithieu. Est-ce que c'est Jean-Michel Nithieu qui dirige la Chambre des comptes? Ce que vous dites, c'est que Jean-Michel Nithieu, finalement, c'est le patron de la Chambre des comptes. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, et je vais répéter. Parce que si vous dites que l'acharnement vient de Jean-Michel Nithieu... Ce que je dis, je vais répéter pour que vous compreniez mieux. Parce que vous êtes très intelligent, vous coordonnez une émission politique. Je suis en train de vous dire que chaque dotation financière entraîne un marché financier, un marché économique. Et ce marché économique, effectivement, participe de la compétition des hommes d'affaires pour contrôler ce marché. Et ceux qui ont été délaissés dans le cadre, n'est-ce pas, de la distribution des marchés, se sont rués en vendetta, en revanche contre les autres, et ça a impacté effectivement la situation. Ça, c'est le premier volet, c'est une information que je vous donne. Ça a impacté la situation. Le deuxième volet que je vous donne, qui est clairement politique, parce que chaque action est politique, Jean-Michel Nithieu est accusé d'acharnement et certains réseaux de tapis dans l'ombre sont acharnés contre. Et à quel niveau intervient la Chambre de compte, justement? Parce que Jean-Michel Nithieu, il ne fait pas partie des enquêteurs, que ce soit du TCS, il n'est que député de la nation. À quel niveau intervient la Chambre des comptes? C'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je félicite la Chambre des comptes et la justice. Si j'écris contre vous sur des faits, notamment la justice, et ceux qui ont compétence ont le droit de se saisir de cette affaire. Est-ce que c'est Jean-Michel Nithieu qui a saisi la Cour de la Chambre? Vous posez des questions que je viens de répondre. Je suis en train de vous dire que si j'écris contre M. Mars Wabo sur des faits, le procureur a le droit de se saisir de l'affaire. Alors, il se saisit de l'affaire, mais il ne vous donne pas forcément raison. La Chambre des comptes a le devoir de voir clair sur ce qui a été fait. Ce que je voudrais dire aux Camerounais, non pas aux hommes politiques, c'est qu'il y a effectivement des batailles souterraines qui sont en marche par rapport, n'est-ce pas, à la gestion des fonds de Covid par les hommes d'affaires. Et l'honorable Nithieu est le chef d'orchestre, en chef de cette machination qui revient à s'acharner sur le ministre de la Santé pour pouvoir l'ébranler par rapport à un travail qu'il a fait et par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas pu avoir ce marché-là. Mais vous ne répondez pas toujours à la question. Si vous parlez de l'honorable Nithieu, mais à quel niveau est-ce que la Chambre des comptes intervient? Est-ce que l'honorable Nithieu fait partie des membres de la Chambre des comptes? Je veux dire, la Chambre des comptes s'est saisie, elle s'est saisie, mais elle n'était pas obligée de donner raison à l'honorable Nithieu. C'est vous qui ne comprenez pas ma réponse. Peut-être qu'il faudrait que j'insiste. Je suis en train de vous dire, Madame Léla, que dans une république qui respecte les règles, où c'est une république des droits, lorsqu'on écrit sur un Camerounais, soit-il ministre, la justice doit se saisir de l'affaire et la Chambre des comptes se saisir de l'affaire. Mais cela n'enlève pas le fait qu'il y a acharnement, cela n'enlève pas le fait qu'il y a des règlements de compte et des batailles des hommes d'affaires sur le contrôle du partage des marchés du Covid. Franck, ici. Ok, je commencerai par dire que ce que M. Meka est en train de faire, c'est une tentative de diversion et que j'espère qu'il ne va pas tromper ceux qui nous écoutent. Parce que ceux qui nous écoutent sont censés pour bien comprendre. Il est de notoriété publique que ces 20 dernières années, l'unité de vol au Cameroun sous le gouvernement du RDPC, conduit par M. Biya, est passée du million au milliard. C'est un fait. Et c'est un fait attesté par l'ensemble des structures mises en place et le nombre de hauts commis de l'État qui sont en prison. Donc, parler d'une affaire de corruption, de détournement, de mauvaise gestion, ce n'est pas inédit au Cameroun. Et si on regardait même l'ensemble des fonds, par exemple la gestion du budget de l'État du Cameroun, ce serait même pire que ce qu'on est en train de faire sur 180 milliards. Première chose, donc, on n'allait pas nous divertir. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaite, Madame Léla, que peut-être, sans aborder tous les aspects, on prenne quelques faits saillants du rapport. Parce qu'on parle de ce rapport comme si ce rapport n'est pas précis sur certaines choses. Allez-y. C'est-à-dire que même si c'est un rapport d'étape... On a tous le rapport, je crois. Voilà, même si c'est un rapport d'étape, je crois qu'il y a quand même des faits déjà très graves qui sont soulevés par ce dernier. Bon, je prends un exemple sur les marchés spéciaux. Les marchés spéciaux qui ne sont pas censés obéir à la procédure normale d'appel d'offres. Mais qui ont une exigence de transparence. Voilà, qui ont une exigence de transparence. Le rapport indique clairement que dans ces exigences de transparence, il y a une procédure, il y a une démarche. Parce qu'il y a une explication de en quoi il y a irrégularité. Par exemple, qui consiste au niveau du ministère de la Santé à mettre des groupes de travail qui vont donc rapidement définir les critères pour les prestataires et préciser au cours des discussions avec procès verbal les conditions dans lesquelles ils ont décidé d'attribuer des marchés en procédure d'urgence.
Donc, la Chambre des comptes indique qu'elle a demandé les procès-verbaux au ministère de la Santé de ce groupe de travail parce qu'on a mis à sa tête un monsieur dont on cite le nom et qui, avant maintenant de faire valider n'importe quel marché, doit soumettre le procès-verbal et toute leur analyse au secrétaire général et au ministre, un ancien ministre qui est décédé, Ali Ayato. Donc, on décrit bien la procédure et on décrit, donnez-nous donc les raisons qui expliquent les décisions que vous avez prises. Jusqu'à ce jour, ce n'est jamais arrivé. Et ils ont bouclé le rapport en décembre 2020. Maintenant, quelle est la conséquence au niveau des chiffres qu'ils ont constatés? En s'appuyant sur les données fournies déjà par le ministère de la Santé, c'est qu'il y a d'abord des dépassements budgétaires qui ne s'expliquent pas. Il y a des postes où on avait prévu de dépenser 2 milliards, par exemple l'acquisition des équipements de protection individuelle. À la fin, on se retrouve avec 20 milliards 845 millions. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique ça? Et cette question a été posée sans que les réponses ont été données. Il y a des entreprises qui ont été créées récemment, qui n'ont jamais opéré quoi que ce soit comme opération de grande envergure, qui au moment où on déclenchait la riposte au Cameroun avaient 0 francs dans leur compte. Je ne veux pas lire son nom parce que je crois que le nom est dans le rapport, mais je n'ai pas. C'est là la bataille. Elle est économique. S'il vous plaît, je termine. Permettez. C'est pas parce qu'elle. Elle a des relents judiciaires. Ce qui nous intéresse, vous devez penser à tous ces Camerounais qui se battent, dont c'est l'argent qu'on est en train de détourner. Je suis d'accord. Et sur ce prisme-là, s'il vous plaît, une entreprise qui a été créée, qui n'a jamais opéré, qui n'a jamais fait quoi que ce soit dans le domaine, dont il faut faire l'enquête pour savoir même quels sont les actionnaires, etc. et leurs relations avec les décideurs. Cette entreprise a géré 89% des marchés relatifs aux équipements. Il faut relativiser. C'est le chiffre qui est dans le rapport. Ce n'est pas moi qui l'invente. Si c'est moi qui l'inventais, vous allez nous accuser. Continuons plus loin. Ce rapport dit, et il accuse le ministre Santé et le ministre du Commerce, qui ont validé quelque chose qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que sur des tests rapides qui ont été achetés par le Cameroun, ça coûte, je crois, 2000 quelque chose, et l'entreprise qu'ils ont choisie vend à 17 000. Un différentiel énorme qui a causé des préjudices en chiffres et en milliards qui sont signalés dans le document. Donc je pense qu'il y a d'autres éléments comme ça, parce que tous les éléments de ce rapport indiquent que voilà ce qui était prévu. Voilà ce qu'ils nous ont donné comme comptabilité, voici l'absence de justificatif et voici ce qu'il y a comme anomalie. Donc les anomalies sont sur les dépassements budgétaires, sur le choix des prestataires, sur des prix très très énormes et aussi sur l'absence de justification. Parce qu'une chose aussi très grave qui est dit dans le rapport, c'est que sur l'ensemble de ces prestations, pour la plupart, la comptabilité matière du ministère n'a pas fait son travail. Et il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur le ministère de la Santé. Il y a d'autres ministères. Il n'y a que 2 qui ont été là-bas touchés. Mais tous les autres ministères n'ont pas encore voulu répondre. C'est pour vous dire que l'affaire est plus grave. La dimension étape, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas le contradictoire. C'est qu'il y a encore d'autres ministères qui doivent être explorés. Parce que ces 2 premiers ministères, c'est à peine 70 milliards. Le reste des milliards doivent être évalués. Et je peux vous dire déjà que, par exemple, le ministre de l'administration territoriale ne veut pas collaborer. Oui. Il ne veut pas collaborer. Donc c'est un scandale qui est très grave. Franck, et s'y termine, messieurs. Je vous parle de ce rapport. Ce rapport, la Chambre de comptes dit qu'ils ont interpellé par exemple, ils ont interpellé les autres ministères, ils ont interpellé le ministère des Finances pour lui demander son rapport pour valider la sortie des fonds. Et à ce jour, au moment où ils le rendent public, ils disent que le ministère dit n'avoir pas encore fini de faire ce rapport. Maswebo, avant de Nikobo, André Luther-Meka parle d'un acharnement contre le ministre de la Santé, mais la Chambre des comptes justifie l'accent mis sur le MinSanté et sur le MinRési par le fait que c'était les plus gros bénéficiaires des 180 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez justement cet accent mis sur le MinSanté et le MinRési? Non, pour faire sérieux. Vous voyez, à l'entendre mes propos, j'ai dit que tout rapport devrait obéir au principe contradictoire. Mais lorsque je suis les propos de l'analyse de M. Franck Essif, que je respecte d'ailleurs, je suis un peu inquiet. Parce que quelque part, il a dit qu'on a demandé à un groupe de travail qui était au ministère de la Santé de fournir des procès-verbaux de certaines dépenses. C'est ça? Alors, il ne doit pas le faire. Je vous en prie. Denis Kobo, donc vous savez, j'ai dit au départ lorsqu'on vient auditer,
celui qui vous audite vous dit, j'ai vu, je vois telle dépense là. Vous avez l'obligation de sortir justement le justificatif pour que justement on puisse noter que la défense est avérée. Si vous ne sortez pas, ça commence à poser problème. Alors, si je m'en tiens à l'analyse de M. Franc ici, qui dit on a demandé aux gens de sortir des PV d'un certain nombre de choses et que ce n'est pas sorti, alors j'ai envie de penser que ça a été le rapport le dit à la page 4, la juridiction a sollicité vainement des responsables concernés la transmission d'un certain nombre de dossiers de consultation et compte rendu des travaux du groupe de travail. Mais bon Dieu, mais là, dans ce cas, je reviens sur mes propos. Pour dire, si c'est dit dans ce rapport, je commence à dire que le fait de ne pas donner ces informations, c'était pour venir nous balancer après qu'on n'a pas respecté le principe de contradictoire. Si je suis audité et que je choisis par devers moi de conserver des documents, d'accord, et pour venir dire après que non, ce rapport n'a pas respecté le principe de contradictoire, je crois qu'il y a quelque chose qui était justement caché là-dessus. Si c'est avéré, je dis c'est un véritable scandale. Monsieur Meka, l'honorable Jean-Michel Nitieux n'est pas celui qui saisit la Chambre des comptes. Alors, moi, j'ai peur. Vous avez bien suivi mon développement. Je vous en prie. Ou vous faites la mauvaise. Non, j'ai tellement suivi. Soyez patient, je vais en arriver. Alors, vous avez dit qu'il y a de la manipulation, d'accord, des hommes d'affaires, ça touche le plan économique, et c'est à dessein, justement, que l'honorable Nitieux entre en mouvement. Je dis non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voyez, quand il y a eu l'affaire de survie Cameroun, les gens sont devenus des experts, qui sont même allés botter en touche des rapports, d'accord, des experts internationaux et dont la renommée ne souffre d'aucun doute. Mais nous sommes donc dans le cas du Cameroun. Comment on peut venir dire que les gens ont manipulé autant de milliards et que M. Meka vient nous dire, parce que M. Meka, j'ai peur qu'à la fin du rapport, que le ministre que vous semblez défendre en disant que vraiment il a fait une gestion saine, une gestion transparente, l'honorable Nitieux, c'est de l'acharnement, on a constaté. J'ai bien peur et je souhaiterais que lorsque on a le rapport définitif et qu'il est accablé, justement, que vous reveniez ici sur ce plateau également et vous reprenez vos paroles. Non, pour faire sérieux, prenant en compte les observations qui ont été faites, là je dis que c'est un scandale. C'est un scandale et là je peux revenir sur mes propos. Vous ne pouvez pas manipuler de l'argent. On vous dit également qu'il y a une entreprise, je crois qu'on peut citer l'entreprise, je crois que c'est Midil, quelque chose de Midil médical, quelque chose comme ça, Cameroun. Mais on vous dit que l'entreprise a cessé ses activités depuis septembre 2017, le solde est nul. Madame, lorsqu'on vous dit qu'un solde est nul, ça veut dire qu'au niveau de la direction des impôts, quand on va justement regarder votre fichier, vous n'avez mené aucune activité depuis 2017. Alors, je crois que l'entreprise, le rapport dit que l'entreprise, je crois, a été créée en 2017 et qu'entre 2017 et 2020, il n'y a eu aucun mouvement. C'est ce que je dis, un solde nul. Quand on dit que votre solde est nul, ça veut dire que vous n'étiez même pas en activité. Ça veut dire que si on va au niveau des impôts, vous comprenez, on constatera justement que vous n'étiez pas en activité. Ça peut se vérifier. Alors maintenant donc, comment comprendre qu'une entreprise qui n'a pas fait des prestations durant une bonne période et brusquement, vous vous retrouvez en train de gérer des milliards. Et en ce moment, je suis donc d'accord avec M. Franck ici, qu'on peut donc questionner justement quels sont les actionnaires ou bien quelles sont les personnes qui interviennent dans cette structure. Rien ne peut justifier, madame, que vous avez besoin de marché en termes de milliards. Une entreprise qui depuis 2017 n'a mené aucune activité, vous prenez autant de milliards, vous donnez à cette entreprise. Pire encore, on vous dit 89 à 90%, c'est ça, des marchés sont concentrés sur cette entreprise. Il y a donc lieu de s'inquiéter. Donc moi je pense pour ma part que c'est à dessein, je dis bien à dessein, et il faut donc qu'on questionne justement quelles sont les personnes qui sont à la tête de cette entreprise. J'ai bien peur que là-dessus, on trouve justement que c'est des personnes qui sont bien connues. Denis Kobo, le rapport précise également que les personnes indexées, ça c'est un pan qu'on ne doit pas, on ne doit pas balayer du revers de la main, que les personnes indexées n'ont pas eu droit au contradictoire. Pensez-vous qu'il y ait des chances que des éléments figurant dans le rapport d'étape en ce moment sur les réseaux sociaux disparaissent une fois que les auditions seront menées, auront fini d'être menées puisqu'elles sont en cours? Bon, je vais adopter le temps que j'avais adopté avant pour me faire mieux entendre. Je prends sur moi, sur mon honneur de dire aux Camerounais que la plupart des choses qui sont dites sur le rapport, je dis ça aux Camerounais, pas aux panélistes ou à quelques autorités de son. 95% des choses dites sur le rapport sont automatiquement et systématiquement fausses. Il ne faut pas donner au rapport
le rôle qu'il n'est pas censé jouer. Il ne faut pas donner au rapport une nature qu'il n'a pas. D'accord, Léla? On n'enquête pas par déduction. On n'enquête pas par déduction. On ne peut pas enquêter sur la gestion des fonds Covid en ayant en tête que au Cameroun, lorsqu'il y a un projet, il y a toujours vol. Ça, c'est que ce n'est pas l'enquête, et surtout pour un journaliste qui enquête comme moi. Donc ça ne doit pas, on doit faire l'effort d'effacer cela de votre esprit. Que bon, il y a toujours vol, donc il y a eu vol ici. Deuxième chose, je vous ai dit qu'il y a eu un tableau qui indique des chiffres. Personnellement, je vous dis que c'est faux. Je ne veux pas citer 3 chiffres. J'ai discuté avec 3 ministres. Ils n'ont pas perçu un franc. Denis Kobo, vous Léla, vous permettez. Non, est-ce que ce que vous dites, c'est que les ministres. Permettez que je parle. Non, je veux juste des. Quand j'interromps, c'est juste pour des précisions. Est-ce que. Non, je viens. Et le procès en cours, on aura le temps. Messieurs, je vous en prie. Je préfère que lui-même le dise. Est-ce que ce que vous dites, messieurs, est-ce que ce que vous dites, Denis Kobo, c'est que les ministères ont refusé de répondre aux membres de la Chambre des comptes, mais vous ont bien voulu vous donner ces précisions-là? Parce que la Chambre des comptes... Peut-être que c'est une très bonne question. Il dit qu'allons-y. Parce que la Chambre des comptes allons-y. Les ministères n'ont pas voulu répondre. Vous savez, hier, j'ai discuté avec un journaliste qui travaille sur ces questions. Il s'appelle Charles Fogan. Charles Fogan nous a dit qu'il y a des enquêtes à cahier de charge. C'est-à-dire que le type d'enquête où, avant de commencer l'enquête, on a mis dans ce qu'on veut montrer que Mekake ici n'est pas un type honnête. Et on fait l'enquête, on démontre que Mekake n'est pas honnête. Ça ne va pas aider les gens. Je suis en train de vous aider à comprendre comment on fait. C'est mon travail, il est là. Au moins, là, c'est mon travail. Personne ne peut contester cela. J'ai dit que je n'enquête pas par déduction. Ça veut pas dire, je ne présage pas de ce que sera la suite. Donc, si on me dit d'enquêter sur des fonds gérés par M. Wabouké là, je ne vais pas dire que, bon, M. Wabo, c'est un gars du MRC, c'est sûr que, ou ce n'est pas sûr que, je ne commence pas comme ça. Je vais aller pas à pas, et si, par extraordinaire, ça donne tel ou tel résultat, personne, lui-même, il ne peut pas contester le process que j'ai suivi. Il dit que le rapport fait un nombre de constats. Pour l'instant, personne ne peut dire que ce que le rapport dit est faux. Il dit bien, il faut pas qu'on s'y méprenne. Nous ne sommes pas en mesure de contester ce que le rapport dit. Nous sommes en mesure de constater que le rapport n'est pas un jugement de la Chambre, c'est un rapport. Et quand le rapport est fait, parce qu'il n'y a pas eu le contradictoire, et je peux, si vous voulez, je peux même aller sur les raisons pour lesquelles certains n'ont pas voulu justifier. Et là, on va se comprendre. Pourquoi il n'aurait pas voulu justifier, Denis Kobo? Pourquoi il n'aurait pas voulu... Pourquoi il n'aurait pas fourni à la Chambre des comptes des documents? Je vais aller sans que ça ne ressemble aux échanges qu'il y a souvent entre panélistes sur beaucoup de télévisions. Il y a ce qu'on appelle les dépenses souveraines de l'État. Je ne suis pas en train de justifier quelque chose. Lorsque celui qui est dans un think tank, dans une task force, a reçu mission de faire un travail et a rendu les pièces à l'autorité qui est au-dessus, connaissant l'administration camerounaise, ne demandez pas à ce type d'aller répondre à la Chambre des comptes. Il est aussi possible, si cette mission n'est pas contraignante, qui dit que je ne réponds pas. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il a volé, mais parce que celui qui lui a commandé le boulot lui a dit de revenir avec les pièces, il a transmis les pièces là-bas. Donc, connaissant les ministères camerounais, n'importe quel fonctionnaire qui travaille au ministère de l'enseignement supérieur n'est pas capable là de sortir une pièce facilement. On parle tout de même de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Denis Kobo. Ça va nous permettre, lorsque nous aurons essayé d'échanger là-dessus, ça pourrait peut-être nous amener à interroger même les process au niveau de la Chambre. Est-ce que le mandat est contraignant? Il faut regarder ça, il ne faut pas seulement conclure que le gars... Il y a une lettre de mission. C'est ça que je viens de dire. Est-ce que je viens de dire que nous ne devons pas porter un jugement de valeur sur le travail de la Chambre. Nous devons seulement nous dire, est-ce qu'ils ont un mandat contraignant? Quand la police, quand vous allez au TCS, vous avez appris que quand refusez d'aller au TCS, tous ceux qui sont convoqués au TCS, pas des systématiquement là-bas. Venez me dire demain qu'un seul a refusé d'aller au TCS, vous allez comprendre. Donc au TCS, ils sont d'aller, toute personne qui reçoit la convocation, à moins que quelqu'un ici me demande. Les auditions du TCS, c'est à la suite du rapport de la Chambre des comptes. Bien sûr. Très bien. Parce qu'au niveau, c'est qu'il faut un mandat. Là, il y a un mandat judiciaire. Oui. Quand c'est au TCS, il y a couverture. Même le gars qui sort sa preuve, vous savez, j'ai mon oncle qui était impliqué dans une affaire de terrain quelque part à Tombelle. Et il a dû manger un document et l'avaler. On vous raconte souvent les anecdotes comme ça. C'est que les gens sont capables de détruire certaines pièces. Donc, Denis Kobo, qui a demandé l'audit de la Chambre des comptes? Là, je viens. J'ai couvert les opérations, les procès éperviers ici. Et
il se trouvait que, par exemple, donc prenons le cas d'Abisek, où on est venu interpeller l'un des dirigeants d'Abisek, le prendre de force et arracher son ordinateur. Parce que ce type avait toutes les preuves de 52 milliards que certains des amis des journalistes ont volé, on le prend et on scelle son ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas en mesure de donner les éléments. Donc, il faut, dans les cadres des rapports de dire, je voulais qu'on relativise et qu'on aille pas à pas, sans que personne de nous ne peut estimer qu'il a la science infuse, qu'il a raison sur un point de passe. Quand il y a opacité, il faut être quand même un génie pour donner les chevaux en le temps d'un plateau de gens comme ça. Donc, il arrive que face à un enquêteur qui soit d'achat de compte, quelqu'un dise, je ne remets pas les pièces. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est possible, connaissant le compte, que la pièce qu'il remet là, soit la pièce qu'on lui demandera demain au test, il va dire, c'est la pièce que j'ai remise à l'achat de compte, et il n'a plus de preuves sur... Donc il y a des gens, surtout ceux qui gèrent les finances, ils savent très bien comment est-ce qu'il faut sécuriser la pièce pour ne sortir la pièce que devant une instance, ils savent qu'on ne va pas leur dire pourquoi est-ce que vous avez remis la pièce à tel autre endroit. Donc pour l'instant, et c'est ce que j'ai dit depuis le départ, j'ai dit au début que, et là, on était d'accord sur un point, si il y avait un mandat contraignant au départ. Mais qui a demandé l'audit de la Chambre des comptes, Denis Kobo? Nous ne sommes... Léla, vous êtes dans une histoire où on vous a balancé un rapport... On a vu... Je viens. On a quand même vu le SG... Je viens. Oui, nous on a vu le SG. Et vous avez vu le SG demandé, et vous avez vu une contre-correspondance. Je vais mettre encore au fond. Maintenant, il y a une autre contre-correspondance. Ils sont entendus au TCS comme ça, sur la base des déclarations... Cela, non, pour le TCS, non, je parle d'autre chose. On parle de la Chambre des comptes. Parce qu'on parle de la Chambre des comptes. Vous avez, tout à l'heure, Franck a parlé de... Il certifie qu'il est très bien informé. Du fond. Je ne parle pas de ce que je connais. Je ne parle pas de ce que je connais. Sur le fond. On vous a dit qu'on a commandé les tests qui revenaient à 700 francs l'unité et que ce sont... Et on a dit non, c'était pas le paquet de 25, c'est l'unité. D'accord? C'est dans le rapport de dit. Si je ne parle pas des déductions maintenant, tout le monde sait que le test là, ne peut pas coûter 700 francs. En fait ce que le rapport dit, Denis Kobo, je crois que je l'ai très bien lu. Oui, le rapport dit, c'est que Medellin proposait les tests à 17 000 et poussières, quand à côté, SD, je sais plus, proposait les mêmes tests à 7 000 francs CFA. Un rapport de dit. Permettez que je termine, Denis Kobo. Permettez que je termine. Alors qu'une autre entreprise proposait le même test à 7 000 francs CFA. Et le rapport, 7 000 francs CFA. Oui. Le rapport continue en disant que même au 4e trimestre de l'année 2020, le MinSanté a continué de prendre les tests chez l'entreprise qui les vendait à 17 000 francs CFA, alors que le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme proposait les mêmes tests à 2 000 francs CFA. C'est ce que le rapport dit. Un rapport d'audit qui audite la concurrence sur le marché. Moi, je ne voudrais pas... C'est pas auditer la concurrence. Non, je viens. Je ne voudrais pas qu'à la fin, on s'en parler comme on a parlé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce type de débat-là. Il dit que... Et quelqu'un a demandé, on dit le ministre des Finances. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'il y a eu comme opacité, il y a quand même quelqu'un qui a payé les factures. Il y a eu un règlement. Oui. On dit que celui qui a réglé même n'a rien dit. Mais non. Non, comment? Il dit que la personne qui doit régler... Attendez. Non, je ne vais pas laisser passer, monsieur Denis. Vous voulez laisser passer quoi? Prenons un exemple simple. Si vous avez dressé une facture et que ceux qui devaient valider ont validé une boîte d'allumettes qui coûte 25 francs à 10 000, écoutez, et que toutes les signatures requises sont sur le document, le rôle de la caissière, écoutez, c'est de payer. Le rôle de la caissière n'est pas de s'opposer. Je suis dans le rapport. Je ne suis pas dans le rapport. Non, restons dans le rapport. Le rapport dit que le ministère des Finances n'a pas répondu. Pourquoi est-ce que vous... Non, je suis en train de dire, le ministère des Finances... Nous ne sommes pas là pour juger à la place du TCS. Je vous parle quand même du chef. Vous avez déjà condamné ceux qui sont dans... Comment est-ce que vous acceptez qu'on parle et vous répétez qu'on évoque un autre aspect? Messieurs, l'un à la fois. Non, j'ai stoppé tout simplement pour dire... Vous fermez votre parenthèse. André Luther-Meka, monsieur J'ai Wabo. l'impression que M. Wabo veut absolument André Luther-Meka. Au contraire. Au contraire. Permettez, messieurs, au contraire, je ne suis pas en train de... Vous refermez rapidement votre parenthèse. Denis Kobo termine. Ce que je veux dire, je réagis tout simplement parce que vous voulez
valider une telle opération en disant que le ministre des Finances a payé. Je suis en train donc de vous dire, le ministre des Finances apparaît comme le caissier. Si vous avez obtenu toutes les signatures requises, le ministre est là pour payer, il n'est pas là pour jouer le gendarme. Denis Kobo termine, merci monsieur Wabo. Denis Kobo termine en 30 secondes, parce que vous avez la parole. Vous terminez. Je ne sais pas si vous pouvez dire sur quel aspect M. Wabo était en train de répondre. Je ne sais pas sur quoi il a répondu. J'ai dit que le rapport a dit qu'ils ont posé les questions au ministère des Finances qui n'a pas répondu. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur quoi? Autre chose, notre travail ne consiste pas à dire ici que tel ministre accusé dans le rapport a raison ou tort. Ce n'est pas à nous, de le dire. Nous sommes en train ensemble de regarder. Non, je ne parle pas de vous. André Dutermeka. Oui, je ne veux pas. Mais ce qui est passé dans l'opinion avec les commentaires qui sont préfabriqués, c'est de dire que voilà que tel a volé. Et selon ce que le rapport dit, le contraire de ce qu'on a fait. André Dutermeka, on a eu une série de correspondances également qui ont fait surface sur les réseaux sociaux. On apprend par exemple que dans le cas du Minrezi, c'est le SGPR qui aurait demandé de surseoir à la fabrication locale de l'hydrochloroquine et de l'acide sur instruction du président de la République. On a également une autre correspondance qui fait savoir que, enfin, on a également d'autres informations qui font savoir que le MinSanté explique bien que c'est le PM qui a imposé, entre guillemets, qui a demandé à ce que l'entreprise Mediline soit choisie. Voilà. Alors vous parlez d'acharnement de Jean-Michel Nintué, mais est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'assister à une autre bataille au sommet de l'État? Je ne sais pas s'il y a une autre bataille au sommet de l'État. Moi, je ne voudrais pas juger les courriers administratifs. Vous savez que je suis un responsable administratif. Ce que moi, je voudrais faire entendre ici, c'est qu'il faudrait d'abord que les uns et les autres ne soient pas des justiciers ou prennent le rôle de la justice. Il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont été cités dans le rapport ou de les dédouaner. Il s'agit effectivement de démontrer les enjeux qu'il y a dans ce rapport et d'analyser ce rapport de telle enseigne que la lumière puisse apparaître. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que, et vous le savez, il y a eu un débat sur les problèmes de procédure. Je crois qu'il y a eu des procédures qui ont été simplifiées. Il y a eu ce débat-là pendant le Covid, où il fallait absolument avoir des kits, absolument avoir des médicaments. On a allégé un certain nombre de procédures. Je voudrais également vous dire, dans le cadre, n'est-ce pas, de la Covid, qu'il y a eu un besoin nécessaire de faire en sorte qu'un certain nombre de choses soient diligentées assez rapidement. Parce qu'il y avait la menace qui arrivait, il y avait nettement déjà des contaminations, il fallait agir dans le vif du sujet. Donc, pour moi, je voudrais également le dire, pour moi, il ne s'agit pas ici de juger les uns et les autres, ou de juger la Chambre des comptes. Même comme dans les débats, j'ai eu des gens, pratiquement, qui demandaient la lettre d'émission, notamment de la Chambre des comptes. Et c'est ce que M. Denis Kobo était en train de dire en d'autres formes. Oui, en d'autres formes. Donc, ces informations-là, nous ne sommes pas obligés de le dire, mais il y a certains qui demandent la lettre d'émission. Donc, si pas ce mandat, on n'est pas obligé de vous répondre. Monsieur Beka a la parole. Si vous n'avez pas ce mandat, je ne suis pas obligé de vous répondre. Allez-y. Donc, il y a ces polémiques-là. Pour moi, est-ce que le chef de l'État a demandé qu'on fabrique la chloroquine? Est-ce qu'il ne l'a pas demandé? Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est au niveau, n'est-ce pas, de toute proportion gardée, de ne pas condamner les uns et les autres et de laisser la justice faire son travail. Pour je veux dire, le SGPR relaie les instructions du chef de l'État. Demande que la chloroquine, l'hydrochloroquine et l'azithrone ne soient plus fabriquées au Cameroun, mais plutôt importées, et qu'après on interpelle le Minrezi sur cette question-là. Oui, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'on n'assiste pas, est-ce qu'il n'y a pas une bataille finalement au sommet? Et ce sont finalement les exécutants. Il n'y a pas de bataille. Ce n'est pas toutes les informations qu'on donne à tout le monde. Et même au sein des ministères, même au sein de l'administration, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'information. Cette lettre-là apparaît à quel moment? Au moment où les gens commencent déjà à accuser et acculer le Minrezi. Elle sort dans la lettre. Donc, ce n'est pas toutes les informations. Même moi, quand je viens sur ce plateau, je peux vous rassurer que j'ai un certain nombre d'informations dont je ne suis pas tenu de dire en télévision. Donc, je voudrais vous demander de faire beaucoup attention parce que moi, je ne suis pas venu faire la politique.
sur ce plateau. Je voulais vous dire les enjeux qu'il y a derrière cela. Et ces enjeux-là sont malheureusement économiques et politiques. Et je voudrais conclure en disant que nous devons permettre aux Camerounais de comprendre nettement le rapport. Et la première des choses que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup qui ont des suspicions par rapport à cela, parce que la plupart demandaient la lettre d'émission. C'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'informations qui ne sont pas, qui n'ont pas été données. Mais où est le banditisme? Moi, l'opération de diversion continue. Comment? Nous ne sommes pas en train d'accuser. Nous sommes en train de faire c'est bien de le dire, constats, c'est important. expliquer ce qui est relevé par une institution de la République et de justement en tirer les conséquences pour nous en tant que citoyens. Par rapport d'abord à, on demande les lettres d'émission, etc. Dans ce rapport, à la première page, la Chambre des comptes indique que elle a décidé, compte tenu de la situation qui est survenue en début d'année dernière, c'est-à-dire la pandémie, et la décision de créer un fonds de solidarité, d'inscrire la gestion de ce fonds dans le cadre de ses missions de 2020. Elle a le droit de s'autosaisir. Et elle cite la loi irrélative qui la crée. Donc ceux qui cherchent à donner des arguments, puisque le rôle de la Chambre des comptes, c'est d'évaluer de toute façon toutes les institutions au cours d'une année, tous les défis. Donc venez nous dire ici là par exemple, s'il vous plaît, venez nous dire que on veut l'audit, on veut la lettre d'émission, machin, ceci, vraiment. C'est une tentative de diversion. Deuxième élément qui montre même qu'on n'a pas besoin, parce qu'il ne faut pas enfumer les gens, de mission spéciale pour évaluer la gestion par les responsables publics de notre argent. Il y a une nouvelle loi qui a été votée en 2018 sur le régime financier de l'État. J'invite tous les Camerounais à les relire, qui les oblige justement à rendre compte et à collaborer. Vous croyez qu'on établit la loi des règlements comment? Il y a une loi des finances, c'est-à-dire que celle qui autorise les prélèvements de notre argent et les dépenses qu'on en fait. C'est ce que les députés votent chaque fois. Et ensuite, sur la base des contrôles des différents organes, y compris la Chambre des comptes, on produit une lettre de règlement qui dit voilà comment, dans la réalité, cet argent a été géré. C'est la relation, enfin. Donc, c'est un autre dysfonctionnement. C'est un autre dysfonctionnement. Parce que j'en viens maintenant sur le deuxième document qui justifie, qui fait qu'on ne peut pas justifier de ne pas collaborer. Le deuxième argument, c'est qu'il y a un code de gestion des fonds publics au Cameroun dans la transparence, qui a des principes très clairs. Parmi lesquels, votre argument selon lequel vous n'avez pas le droit de dire, etc. Non, c'est contraire à la loi camerounaise qui dit que dans la gestion des fonds publics, vous devez garantir l'accès à l'information. Oui. Et on a précisé dans les cas où c'est stratégique, ça relève de l'intérêt supérieur de l'État, etc., etc. Mais ce genre de choses ne figure pas dans ça. C'est très précis. Est-ce que ça relève? Est-ce qu'il y a et je vais aussi vous dire qu'on n'a même pas besoin du chef de l'État. Normalement, avec des procureurs qui font le travail, à partir du moment où des journalistes ou des institutions crédibles, parce que les journalistes, c'est une institution, relèvent que le député, c'est un représentant de l'État, relève qu'il y a des soupçons, sans besoin de l'instruction du chef de l'État, les procureurs enclenchent les opérations d'investigation. Oui. Surtout dans un pays où, et c'est là où M. Kobe, je pense qu'on ne peut pas, je comprends qu'il faut être objectif, rigoureux dans la méthodologie, et autant que possible, s'efforcer de se départir de ses biais, mais ça c'est dans l'exécution et l'examen des éléments. Mais on ne peut pas dire qu'on va ignorer qu'on est dans un pays où c'est un sport. C'est un sport national pour ceux qui sont au pouvoir, en responsabilité de voler. C'est pas moi qui le dis. Vous exagérez. C'est les décisions de justice. Non, vous ne pouvez on vient de sortir les 3 tomes. Pas le tribunal criminel spécial, allez acheter ça en bibliothèque et c'est en librairie. Le tribunal criminel spécial, ce n'est pas une institution de l'opposition. Il vient de publier, depuis qu'elle a été créée, en fait, elle a été remise au goût du jour, l'ensemble des décisions qu'elle a prises. Allez, c'est dans les librairies, allez acheter ces 3 gros tomes, allez lire. Donc, quand vous finissez ça, vous vous rendez compte que notre pays a une élite qui est une élite de voleurs, de kleptocrates. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une maladie. Donc, une fois qu'on a dit ça, je voudrais... Une fois qu'on a dit ceci, je pense qu'il faut... Moi, je pense, c'est-à-dire que peut-être l'effort que personnellement je vais faire à la sortie de cette émission, c'est de faire une bonne synthèse, pas d'une reformulation, des extraits de ce rapport, qui est très clair.
Parce qu'au-delà même de l'argent qui a été volé, tu as l'impression que au-delà, c'est un verdict. C'est un verdict. C'est ça le problème. Il faut qu'on s'en arrête là. Non, il faut qu'on s'accorde. C'est un verdict. Monsieur, permettez pour ceux qui te regardent, ça veut dire que Denis Kobo et André Luther. Nous sommes en train d'analyser quelque chose. On vous dit que quelque chose coûte 2000. Mais l'État choisit d'aller acheter à 17 000. L'État. Hein? L'État, je suis d'accord. Ceux qui représentent l'État, non? Je peux être d'accord avec toi. Il dit que ceux qui représentent. Oui, il dit bien l'État. Oui. Je suis d'accord avec Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Maintenant, on nous dit qu'on ne doit pas faire un commentaire, puisque une autre institution de l'État, c'est-à-dire que la Chambre des comptes, nous dit que mais on ne comprend pas que vous décidez d'acheter d'abord, parce que c'est dit dans le rapport, vous décidez d'acheter au-delà de la mercuriale, c'est la grille des prix officiels. Oui. Parce qu'il y a plusieurs dysfonctionnements et dépassements budgétaires. On dit que officiellement, et à mercurial, vous savez déjà que c'est parfois 2 fois, 3 fois le prix sur le marché. C'est anormal déjà même avec la... Déjà, voilà. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont acheté des choses plus chères que ce qu'il y a prévu par l'État. Ensuite, maintenant, on est dans un contexte où on va emprunter cet argent dans le bon sens. On n'a pas besoin de faire Harvard pour comprendre ça. Que à partir du moment où c'est l'argent qu'on emprunte et qu'on doit rembourser, on est dans un contexte de difficultés financières, on doit optimiser la dépense publique. Ça veut dire que quoi? On doit faire les meilleurs achats possibles. Qualité-prix. Donc vous ne pouvez pas dans un contexte où, au niveau officiel, les grandes institutions mondiales produisent un test à disant 2000 francs, vous continuez à acheter ça à 17 000 francs. Franck, si vous permettez, n'est-ce pas? Donc on dit que c'est grave, c'est que, on dit que mais ça c'est un gros préjudice et on dit qu'on ne comprend pas que le ministre du Commerce ait pu valider ça. Franck, c'est pour ça que c'est lui qui aurait pu attirer l'attention. Jusqu'au ministre des Finances, Franck, si vous permettez. Non, lui il a dit que son rapport n'est pas encore fini. Ce qui n'est pas normal. Et ce n'est pas normal, oui, ce n'est pas normal. On a donc dit que c'est 2000. Et connaissant le Cameroun, il n'est pas possible qu'une seule personne ait plus sur elle de modifier... Mais j'ai déjà dit ça, ils sont plusieurs ministères concernés. Ce n'est que sur 2 pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il y ait paiement. S'il y a eu paiement, c'est-à-dire qu'il faut aller sur la chaîne. Et c'est ce que le rapport ne peut pas nous dire maintenant. Mais ils ont dit que le futur rapport en cours, c'est 400 pages. L'élément que j'ai ajouté, c'est que... L'élément que j'ai ajouté, si vous permettez, c'est que... Connaissant... toutes les incidences qu'il y a avec le contrôle même de ce FMI, qui n'est pas aussi exempt de tout reproche, il est possible que des fonctionnaires de l'État ou des corps de l'État aient utilisé leur signature souveraine sur un certain nombre de cas. Et c'est pour ça que quand quelqu'un prend sur lui au Cameroun de dire « je ne vous donne pas une pièce », nous, citoyens, il faut interroger. Non. Je dis vous, il faut interroger cette table. Non. Mais ce que je dis, que nous devons interroger le fait que. Moi, vous dites que c'est pas normal. Non, je dis que j'ai non, rapidement. Franck, qui a le. Là où je ne vous comprends pas, c'est que vous avez l'impression que. La justice. Je viens. J'ai dit que. J'étais peut-être en train de dire la même chose que vous. J'ai dit que, étant donné que vous êtes une institution de l'État, vous demandez à un fonctionnaire de vous donner un document. Il vous dit non. Il vous dit non. Et qui va l'inquiéter? Ce n'est pas vous, de toute façon. Il y a quelqu'un qui juge de l'opportunité des poursuites au Cameroun. Donc si... Et c'est qui? Je ne veux pas dire qui c'est. Okay. Ça veut dire que si aujourd'hui, il est établi à la fin que, malgré tout ce que la Chambre de compte dit, malgré tout ce que les commentaires disent, au niveau supérieur, il y a eu de bonnes ententes que ces actes normaux ou anormaux ont été posés, vous ne verrez jamais une poursuite. Vraiment, je suis très peiné. Il ne faut pas être peiné. Soit nous sommes dans un état de... Quel état de droit, monsieur? On est en France. Non, laissez. Monsieur Meka, mais moi je vous ai suivi faire des développements dans Suivi Cameroun. Soufflez qu'on le fasse aussi. Soufflez qu'on le fasse. Non, laissez-moi. Non, il faut laisser ça. Non, il faut laisser. Mais voilà un pays. Aujourd'hui, vous appréciez le travail de la justice. Pardon. Mais vous n'êtes même pas féru. Je n'ai pas apprécié le travail de la justice. On a dit que c'est Paul Biya qui est derrière ça, en fait. Oui. Je n'ai pas dit. Je suis comme vous êtes derrière. Parce que si je suis très inquiet. Si vous voulez la clarté, on aurait la clarté. Vous savez, je suis... Est-ce qu'on a compris? Mais vous ne voulez pas que je parle avec quelqu'un qui dit quoi? Denis Kobo, Franck ici. Encore la parole, allez-y. Je suis très inquiet. Inquiet parce que quand je suis Denis Kobo, ça renforce ma conviction selon laquelle
le Cameroun n'est pas un état de droit. Le Cameroun est un état de droit quand ça vous arrange. Il n'est pas un état de droit quand ça vous arrange. Vous voyez, quand vous parlez, je ne parle pas. Et je Vous précise avez pris ma parole. Le Cameroun doit... Messieurs, Non, non, messieurs. c'est pour ça que il ne faut pas que ça parte. La justice doit voir clair. André Luther-Meka. Alors qu'ils ont Messieurs, Maswebo a la parole. Malheureusement, nous parlerons des 180 milliards. Alors, ce développement montre que le Cameroun n'est pas un état de droit. Alors, mon ami Denis Koué, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un peut choisir délibérément de ne pas donner une pièce. Mon ami, vous ne pas donner une non, pièce. et ce n'est pas normal. Parce que si vous donnez une pièce, je vous coupe. On est dans un Non, échange. Vous savez, laissez-moi faire le développement. Non, je vous en prie. Laissez ici. Un gestionnaire avait remis une pièce au contrôle supérieur de ça. On a confisqué la bon Dieu, je ne suis pas. Et c'est ça pour ça qu'il est là en prison. Non, non, écoutez. Non, je dis, j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas pu donner La clarification a été faite. Monsieur Denis Koué, écoutez-moi bien. Je dis, dans un audit, on vous demande une pièce, il faut donner la pièce. Alors, votre crainte ne doit pas être telle que je vais remettre la pièce, on va confisquer la pièce. Si on confisque, vous faites comment? Messieurs. Vous avez donné les codes de suivi Cameroun. Vous venez parler du Cameroun alors que vous êtes dans une épicerie où vous ne donnez même pas les codes de... André Luther-Meka, je vous en prie. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais on va y aller. Nous avons 180 milliards. Alors, je dis ceci. Vous avez 5 milliards à rendre compte aux Camerounais. 5 milliards. Ce n'est plus 700 millions. 5 milliards. Merci. Mais Jérôme, d'abord, 180 millions. C'est le montant le plus costaud. 180 milliards. Alors, M. Denis Koué, on vous demande une pièce. Vous avez l'obligation de remettre la pièce. Vous n'allez pas avoir une crainte. Pourquoi vous remettez la pièce? On fait quoi? Non, écoutez. Si vous ne devez pas... Souffrez donc que je parle. Laissez-moi aller. Alors, j'ai une pièce avec moi en original. Dans un rapport d'audit, on ne me demande pas de donner ma pièce en original. Écoutez-moi bien, je fais une photocopie et je remets cette pièce. C'est pourquoi, même lorsqu'on est dans un cadre juridique et on est dans un tribunal, le tribunal peut à tout moment demander « sortez-moi l'original ». Si c'est moi qui est accusé, j'ai l'obligation de sortir mon original. Donc rien n'empêche que je vous donne une photocopie d'une pièce. Vous comprenez? Oh là là, oh. Messieurs, permettez que Maswebo. Allez-y, Maswebo. Mais ils sont disqualifiés du débat public. André Luther-Meka. Ils n'ont pas pu donner les codes. Même si ceux qui ont géré André Luther-Meka. ça n'empêche pas en tant que citoyen d'interpeller les gens. Allez-y, Maswebo. Je précise que... Tu as été accusé de vol et tu viens... Monsieur Meka souffle. Je précise que ici... André Luther-Meka, Franck ici. Je précise que sur ce plateau, c'est un honneur d'être avec Denis Koué. Je crois qu'il fait partie de la commission des droits de l'homme. Je dis encore... Vous comprenez pourquoi est-ce que... Elle est là. Messieurs. Vous comprenez pourquoi est-ce que, personnellement, je n'accepterai pas qu'un citoyen quelconque soit jeté à la vindicte. Parce que le début, moi, je n'accepterai pas. Les autres personnes peuvent... Denis, je suis d'accord avec vous. C'est tout le problème. Denis Koué, je suis en train de dire ceci. André Luther-Meka. Je ne suis pas en train de trancher les têtes des gens. Je vous accuse pas, vous. Lui, il m'empêche de parler. Monsieur Meka souffle que je parle. Nous tous, on essaye de comprendre. Monsieur Meka, permettez qu'on avance. Et on n'avance pas. J'ai dit pour assurer mon ami Denis Koué que je détiens ma pièce en original. L'auditeur a besoin d'une pièce. Je fais une photocopie, je donne la pièce. Il n'a pas à prendre mon original, à me déposer l'original. On peut vous couper la tête pour avoir donné cette pièce. Non, écoutez, si vous dites ça, ça veut dire qu'on est dans des cacophonies. Vraiment, écoutez, faisons simple, monsieur Denis Koué, faisons simple. Je suis celui-là qui a ordonné une dépense d'1 million de francs en comptabilité. Et le contrôleur externe vient me dire, je vois dans les écritures comptables une dépense d'1 million. Donnez-moi le justif. Il est dans son rôle. Moi, mon devoir, c'est de lui dire, voilà la pièce. Il a besoin d'une copie pour mettre dans son dossier. Je fais une photocopie et je la lui donne. Et c'est tout simplement simple. Ne comprenez pas. Je voudrais tout simplement dire que c'est une faiblesse et c'est un échec de toujours penser que non, je peux donner la pièce, on peut me trancher. Non. Je crois que M. Biya lui-même a garanti la transparence justement dans une telle initiative. Donc il n'y a rien à cacher. Oh là là. Il regarde l'émission. Maswebo, allez-y, Maswebo. Nous parlons de 180 milliards. Hein.
Ils sont sérieux quand on parle de 180 milliards. c'est ça. Et que M. Meka et ses amis ont mangé. André Luther Meka, je vous en prie, Vous voyez que ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous terminez d'ailleurs. Mais je vous rappelle quand même que dans ces 180 milliards, il y a votre argent. Vous pensez que ce rapport a fuité dans l'intérêt du peuple camerounais? Non. Non, pas du tout. Quand je vous parle... Non, André Luther Meka, j'ai posé la question à Mars Webo. Allez-y, Mars Webo. Vous voyez Ce rapport, pensez-vous qu'il est fuité dans l'intérêt du peuple camerounais? J'ai besoin de penser que la journaliste était en train de sauver Luther Meka. J'aurais voulu aller jusqu'au bout. Bon, de toute façon, ce rapport, il ne faut pas penser que c'est arrivé dans les réseaux sociaux de manière accidentelle ou bien par inadvertance. Non. Il y a donc des batailles... Au sommet de l'État. Au sommet de l'État. La question que je posais à André Luther Meka. Il y a des batailles au sommet de l'État. Peut-être certaines personnes peuvent sentir que M. Denis Kouebo, je dis n'importe quoi, encore que je vous le souhaite, pourquoi pas, est pressenti pour être ministre de temps. D'accord? Peut-être en haut lieu où ils détiennent leur créateur, le créateur semble tellement bien parler de Denis Kouebo, et je me rends compte que le créateur parle très bien de Denis Kouebo. Il faut que j'essaie d'entacher de l'huile sur la chemise de Denis Kouebo. Je mets ce rapport, je mets des journaux à gage. Et vous savez que la plupart des journaux à gage se trouvent à Yaoundé. On n'en a pas ici à Douala de toute façon. Laissez-moi donc développer. André Luther Meka, il termine. D'accord. Donc pour dire tout simplement que si ce rapport est arrivé dans les réseaux sociaux, c'est des batailles au niveau au sommet de l'État. Mais au moins, l'avantage qu'il y a ce rapport, ça nous permet de savoir comment notre argent a été géré. Nous questionnons ce côté. Ceux qui bagarrent au sommet de l'État, qui mènent de bagarre, mais nous voulons savoir comment cet argent a été géré. Alors, je voudrais rebondir, parce que je vous ai dit à l'entame de l'émission que le problème n'est pas politique, le problème est économique. Je l'ai dit. Et il rejoint ma thèse. Lorsqu'il dit qu'il y a les batailles... Sauf qu'il n'accuse il n'accuse pas Jean-Michel Nietzsche. Oui, mais le véritable problème, en fait, c'est qu'il fallait, n'est-ce pas, quelqu'un qui lance l'attaque. C'était c'est Nietzsche. Wow. Donc, il rejoint carrément ma thèse en voulant démontrer qu'au RDPC, le gouvernement RDPC s'entre-déchire. Est-ce que le fait qu'il y ait des batailles... Non, s'il vous plaît. Si vous dites effectivement que c'est la résultante des batailles au sommet de l'État... Non, je dis que c'est des batailles économiques, des hommes d'affaires qui voudraient avoir même base sur les marchés du Covid. Et c'est vérifiable. Et c'est vérifiable parce qu'il y a des entreprises qui sont indexées, qui sont ciblées et qui sont acculées sur le plan médiatique. Est-ce pour autant que les chiffres... qui sont présentés dans le rapport, est-ce pour autant que les chiffres qui sont présentés dans le rapport de la Chambre des comptes devrait être balayé du revers des Je ne suis pas qualiticien en termes de chiffres, ni statisticien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les enjeux souterrains, c'est les enjeux de bataille économique. Lui, il a une thèse de bataille politique, je l'évacue parce qu'il y a un besoin de contrôle, n'est-ce pas, du marché du Covid. L'autre volet que je voudrais qu'on retienne, c'est que les journalistes doivent aussi faire preuve d'éthique et de déontologie. Parce que lorsqu'un parti politique a les mêmes problèmes d'accusation, de vol, de détournement, et que vous invitez ce parti pour parler de transparence, ça fait véritablement un problème. Parce que moi, je ne peux pas recevoir des leçons. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas recevoir des leçons d'un parti politique qui est en train de... Non, parce que vous ne voulez pas qu'on parle, mais vous laissez la parole aux autres. Vous ne pouvez pas inviter un parti politique qui a accusé tout à l'heure de vous aider, ses militants, avec le peuple camerounais sur un détournement et qui vient donner des leçons sur des affaires de détournement. Je voudrais vous dire, M. Wabo, que il faut... Non, vous devez être disqualifié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas la rectitude morale pour parler de ces problèmes-là. Et les 3 000 milliards de la CAN. Je voudrais également... Et les 3 milliards de la CAN. Je parle de Monsieur vous. Bial... Non, je parle de votre parti. Écoutez, je parle de votre parti qui a un dossier sous la main. Vous avez un dossier de détournement sous la main. Lequel? Mais vous avez détourné les fonds de survie. Donc, je voudrais donc conclure en disant que moi, je me félicite du fait que lorsqu'on parle des fonds Covid, des 180 milliards, vous n'avez jamais entendu parler que le président Paul Biya a construit un immeuble ou a construit des terrains avec cet argent. Oui. Vous n'allez jamais entendre que le président Paul Biya a couvert certains membres parce que lui-même, il a pris l'engagement sur la corruption. Et je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent s'en rendre compte que l'homme de la situation, c'est le président Paul Biya parce qu'il promet la transparence et il ne fait pas des combines avec
le gouvernement ou avec les membres du RDPC. Non, vraiment, vous n'avez rien à dire. Non, je le dis parce que c'est important pour ce genre de parti comme le MRC, qui notamment détourne des milliards, mais qui vient donner les leçons en plateau de télévision. Dans les télévisions sérieuses, on n'invite pas ce genre de parti pour parler de la rectitude morale. Effectivement, ça peut vous gêner, monsieur. Non, je suis sérieux à le disant. Vous n'avez jamais vu un parti qui a accusé de détournement des milliards et qui vient parler pour donner les leçons aux Camerounais, pour donner les leçons au RDPC. Je vous disqualifie de ce débat. Effectivement, c'est ça le problème. Je vous disqualifie de ce débat de rectitude. Et c'est ça le problème. Effectivement, on savait très bien qu'il y avait l'affaire des 180 milliards qui allait arriver. Il fallait faire diversion pour que les Camerounais ne s'y intéressent pas. On a créé une affaire de survie Cameroun qui n'existe nulle part. Mais oui, monsieur les militants démissionnent au MSC à cause de ça, à cause de ces détournements-là. Attendez, les militants démissionnent. Je dis vous êtes disqualifiés de venir donner la morale. Monsieur Biya lui-même a un problème. Je dis bien que c'est 40 ans de règne. Et pendant les 40 ans, on n'a jamais fait d'audit au Cameroun. Qui parle de ça. Les 3 000 milliards de la CAN ne doit même pas être invité. Où sont les 3 000 milliards de la CAN? Monsieur Biya lui-même a sorti un fonds de 1 milliard. Vous avez vu Monsieur Biya construire des immeubles, acheter les Mercedes avec l'argent des Camerounais? C'est le bandit. Messieurs, il y a des preuves que vous avez détourné l'argent de l'État. Je vous en prie, Maswabo, je vous en prie, messieurs. Ne faites pas diversion, nous allons répondre aux 180 milliards. Je vous en prie, messieurs. Respectez au moins le fait que ce soit une dame qui vous demande de revenir à l'ordre. J'ai du respect pour les dames. André Luther. Le MSC est disqualifié de parler de rectitude morale au Cameroun. André Luther, alors une question pour sortir avec vous. Vous avez parlé d'une bataille économique finalement. C'est une bataille, on assiste à une bataille économique. Est-ce que vous jugez quand même de la gravité des chiffres qui sont présentés dans le rapport de la Chambre des comptes, même si vous dites que c'est une bataille économique? Écoutez, de ma posture de scientifique, je ne voudrais pas avoir les jugements de valeur. J'ai appris la communication et l'éthique de la communication, et je suis un enseignant de communication. On nous demande de prendre faits et causes lorsque la justice a tranché. Le journaliste ne vient pas qualifier les faits, ou un citoyen ne vient pas qualifier les faits ou condamner les Camerounais à la place des juridictions. Et c'est le débat que nous sommes en train de faire. En fait, la question que je donc, pose, ne me demandez pas de condamner. La question que je pose, est-ce que les chiffres présentés sont graves? Je ne demande pas de condamner ou pas. Est-ce que les chiffres présentés dans le rapport de la Chambre des comptes sont graves? Ces chiffres seront graves lorsque la justice va attester de ces chiffres et que la justice va qualifier les faits. Alors, Denis Kobo, comment est-ce qu'il faut prendre les auditions qui sont menées en ce moment au TCS? On sait que le président de la République a autorisé l'ouverture d'une enquête portant sur l'utilisation de l'argent octroyé par le FMI. Vous avez dit depuis le départ, à l'époque on parlait de l'audit chez Survie. Il disait que c'est bon, en principe même, c'est une chose tout à fait banale d'auditer des comptes. Un audit est fait pour servir tout le monde. C'est-à-dire que vous avez géré des fonds, vous faites un audit, on voit que ça a été bien géré. On vous accuse de ci ou ça, on fait un audit, on se rend compte qu'en réalité, l'accusation est allée trop loin. C'est ça un audit. Et moi, après tout ce qu'on a dit pour essayer d'éclairer les Camerounais par rapport au rapport de la Chambre de comptes, permettez que je dise un ensemble de choses. La première chose, c'est que si chaque année... On va y aller rapidement. Oui, je vais aller très rapidement. C'est le dernier si chaque année, chaque année, à la fin de l'exercice budgétaire, on avait même un semblant de rapport comme celui-ci de la Chambre de comptes, les Camerounais auraient quand même une vue sur comment est-ce que l'argent public est géré. Maintenant, j'ai l'impression que la Chambre de comptes doit tirer toutes les leçons qu'emporte toute la publicité autour du rapport qu'ils ont publié. Ça veut dire que ils devaient être encouragés parce que c'est pas on n'est pas là pour s'attaquer à un rapport. La Chambre de comptes doit se rendre compte que son travail peut être d'un intérêt public, un intérêt général très important pour le pays. Par rapport au fonds Covid, parce que ce n'est pas fini et parce qu'il y a d'autres sous qui peuvent être engagés, je souhaite seulement qu'il y ait la sérénité. Que les gens, que nous tous, quel que soit ce qu'on peut penser, qu'on considère qu'il s'agit d'un rapport, que ceux qui n'ont pas répondu aux auditeurs de la Chambre de comptes répondent, mais je veux dire que maintenant qu'il y a un mandat judiciaire, qu'ils répondent, et que pour les institutions qui sont pour l'autorité, qui a marqué sa volonté de mieux faire, que le président peut-être aille revoir
un peu le mandat de la Chambre là pour qu'il soit un peu plus contraignant. Parce que le fait, on l'a relevé, le fait qu'un fonctionnaire ou un gestionnaire quelconque prenne sur lui de ne pas répondre à une question de la Chambre, c'est un dysfonctionnement qui n'est pas de nature à crédibiliser. Alors que c'est le chef de l'État à travers c'est la loi. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est la loi. Donc c'est le peuple camerounais. Alors que c'est le chef de l'État à travers une loi qui donne ce pouvoir. C'est le chef de l'État à travers une loi qui donne ce pouvoir. Alors que le peuple a donné pouvoir au chef de l'État pour le faire. On doit le faire. Maintenant aussi, donc il faut, et moi j'invite Denis Koboko, j'ai fait un tweet et des posts sur des forums de journalistes pour dire voici le temps de la chronique judiciaire. Seuls les journalistes ont l'indépendance nécessaire et le détachement nécessaire pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont dans les clans et autres, je ne parle pas de mais je parle des journalistes qui ont pour mission d'éclairer la lanterne de Cameroun. Merci Denis Kobo. Sur quoi pourrait aboutir Franck Essi ces auditions au TCS? On parle de plusieurs ministres qui sont audités en ce moment par les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Si on se base sur les expériences passées, on va certainement sacrifier les moins forts dans cette bataille parce que il faut dire que cette gestion du Covid et cet audit autour des 180 milliards révèle les divisions qui existent entre toutes ces personnes qui sont au pouvoir et qui sont depuis de très nombreuses années dans la préparation de l'après-président actuel. Donc certainement, c'est en fonction de l'évolution du rapport de force. C'est le plus fort qui va s'en sortir et le plus faible et qui va payer. Et ma première crainte, ça va à l'endroit peut-être des fonctionnaires qui sont des exécutants et à qui on a fait signer un certain nombre de documents, alors que des orientations politiques claires, comme vous le soulignez par exemple pour une des entreprises, ont été données par des acteurs politiques. Et pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas de commenter à l'intérieur les batailles entre des individus qui manifestement ne se soucient pas d'abord de l'intérêt du peuple pour se positionner par la suite. C'est de parler aux Camerounais pour dire que ça fait de très nombreuses années qu'on assiste malheureusement à ce gaspillage de nos ressources, à ce détournement de nos ressources et à la compromission de notre avenir. Donc aujourd'hui, la question n'est plus simplement de s'en indigner et de se plaindre en disant que vraiment on est maudit, etc. C'est vraiment de s'interroger et se dire qu'est-ce qu'il nous faut désormais faire pour que ça cesse. Parce que personnellement, je reste convaincu que tant que nous aurons le régime actuel, avec le leader actuel au pouvoir, on aura la poursuite de tels drames. Et je rappelle qu'il y a la CAN, sur laquelle on n'est pas clair, et où il y a des sommes encore plus importantes qui ont été gérées de façon encore plus grave que ce qu'on a vu dans le Covid. Il y a plein d'autres... Vous pensez que l'audit mené en ce moment, l'audit a été mené parce qu'il s'agissait des fonds du FMI? Oui. Entre autres, puisque ça conditionne l'accès à la seconde partie. Et nous sommes dans une phase où la pandémie nous montre qu'on en a encore peut-être pour 2 ans. Donc, puisqu'on n'a pas les ressources propres pour continuer à assurer une réponse minimale de qualité, on est obligé d'avoir recours à ces fonds. Comment sauver la face du gouvernement auprès du peuple camerounais, peut-être même auprès des bailleurs de fonds? Non, déjà, qui est-ce qu'on va condamner? Écoutez, M. Biya chercherait justement ses boucs émissaires. Et puis noter en passant qu'effectivement, cet audit est justement fait sous la pression du FMI. Effectivement, comme dit M. Franck ici, il y a justement la seconde partie des fonds qu'il faut débloquer. Le FMI vous dit on ne peut pas débloquer des sous si on n'a pas justement une certaine transparence sur la gestion des 180 milliards. Écoutez, donc, il ne faut pas penser que M. Biya s'est levé un matin et puis il a commencé à dire on va commencer à faire des audits. Sinon, il aurait commencé par faire des audits sur les 3 000 milliards de la CAN. Pour faire simple, justement, qui est-ce qu'on va livrer, madame? M. Biya va justement livrer justement ceux qui seront moins faibles. D'accord? Les plus faibles dans la bataille des réseaux, justement, vont écoper. André Luther-Meka, qu'est-ce qu'on retient finalement? Ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas la première fois que les audits financiers se font au Cameroun. Le chef de l'État a mis un point d'honneur sur la lutte contre la corruption. Et il est le seul président au monde qui, contre son propre camp, prend des mesures draconiennes pour qu'il y ait la transparence et que les gens respectent la fortune publique. Je crois que dans le monde, cela a fait tache d'huile, qu'il a fait une césure avec la politique que d'autres voulaient mener pour avoir main basse au Cameroun. Donc, c'est un président qui a la probité, qui a l'honnêteté et qui ne couvre pas ses membres lorsqu'il y a des détournements, comme cela se fait au MRC, qui aujourd'hui s'enlise parce qu'il y a eu des détournements et on ne veut pas livrer
des gens qui ont détourné l'argent des Camerounais. Donc, je crois qu'il est important, lorsque nous sommes dans des débats de rectitude morale, que ceux qui sont honnis, ceux dont ils ont l'anathème du vol, ne soient pas invités dans les débats de morale. Cela n'est pas... Messieurs, vous n'allez pas recommencer, je vous en prie. Cela n'est pas hygiénique. Parce que lorsque vous avez des problèmes de détournement, vous avez des problèmes... Merci André Luther Meka. Non, vous ne pouvez pas me couper. Les Camerounais... Bon, les Camerounais vont prendre... La question, c'était... La justice, il doit permettre de se soulever. Est-ce que la justice... Je vais conclure. André Luther Meka, la semaine dernière, sur ce plateau... Ce que je dis est très pertinent. Parce que dans d'autres pays, vous n'avez pas la parole. Dès lors que vous êtes... n'est-ce pas, engagé dans la corruption. Si je vous interromps, c'est parce que la semaine dernière, la question survie était en débat sur ce plateau. Oui, non, je suis en train de poser un problème éthique parce que l'éthique. Donc si vous faites une parenthèse, c'est une parenthèse. Je voudrais également. Oui, il y a plusieurs cadres qui ont été condamnés de vol. Donc ça veut dire qu'on ne devrait pas vous inviter. Je voudrais conclure. Donc le NDPC est disqualifié pour parler de Messieurs, André Luther Meka, la parole. Vous terminez. Maswabo, André Luther Meka, la parole. Vous terminez. Je voudrais conclure en disant que nous sommes effectivement regardants de ce qui arrivera de la justice et je voudrais inviter tous les hommes politiques à respecter la justice, à respecter le verdict et de ne pas jeter les Camerounais à la vindicte populaire sous un rapport. Nous attendons les auditions judiciaires qui vont aboutir à un verdict et à ce moment-là, je crois que les gens pourront, n'est-ce pas, se libérer. Et que vous appeliez à ce que soient menées de telles audits de façon un peu plus récurrente. Un peu plus récurrente parce que la loi l'oblige. Ici au pays, vous savez, j'ai regardé, j'ai reçu des images, j'espère que je ne vais pas commenter. En une minute. J'ai reçu des images des propriétés de certaines personnes même impliquées dans ces fonds-là. Vous savez que les gens ont volé l'argent qui était destiné à la lutte contre Boko Haram. Ils ont même volé la nourriture. Tu suis? Ils ont volé, oui, j'ai dit qu'ils ont volé. Et ce que je veux, c'est que la responsabilité individuelle, M. Meka, je souhaite que la responsabilité des individus et des gestionnaires soit engagée au Cameroun. Et tout le temps, vous entendez l'État, le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas... Tout le monde n'est pas voleur au gouvernement. Il faut que nous engagions la responsabilité de l'individu qui commet un acte. Et les gens doivent plus se cacher derrière tel ou tel pour merci. Ça, c'est mon seul le plus cher. Il ne faut pas une vindicte, il ne faut pas un verdict collectif. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Je vous ai donné une information au départ, vous n'avez pas voulu suivre. Je vous ai dit que il y avait des gens, et je connais à peu près qui poussaient les commentaires sur l'affaire Covid. Et ces gens sont les plus grands voleurs de la République. Je redis ici que ces personnes aussi sont convoquées au TCS. Ce qui est bien pour les Camerounais de savoir que les personnes même qui volent souvent l'argent du Cameroun, je préfère dire les personnes parce que je suis... Alors, célébration de la 49e... Merci Nicobo. Célébration de la 49e édition de la fête de l'unité, célébration dans le silence en raison de la pandémie Covid-19. Franck, question, on commence par vous. Sans grande parade et festivités, comment est-ce que vous appréciez la façon dont les Camerounais ont commémoré cette 49e édition de la fête de l'unité? Je n'ai pas eu la possibilité de regarder tous les Camerounais. Je sais juste que malheureusement le pays est dans une situation inédite, traversé par au moins 4 théâtres très inquiétants d'insécurité et qui entraînent de nombreux morts, qui entraînent des destructions importantes de biens. Et beaucoup sont des Camerounais qui aujourd'hui malheureusement ne se considèrent plus pleinement Camerounais. Simplement parce que nous sommes à la fin d'un régime qui a, par ses multiples insuffisances, par ses multiples crimes, créé une situation qui fait que pour la première fois dans notre histoire, on a des gens qui ont pris les armes pour faire sécession. Et par rapport au thème de l'unité, ça veut dire vraiment que quand on a des sécessionnistes et avec un soutien significatif dans la population, ça veut dire que réellement le pays est malade. Maswabo, comment est-ce que... Et je ne pense pas que simplement annuler la célébration sans organiser quelque chose de concret pour célébrer, on puisse dire qu'on est en train de renforcer l'unité nationale. Maswabo, comment est-ce que vous évaluez la marche du Cameroun vers l'unité nationale? Alors, je n'ai pas véritablement... Allez-y, Maswabo. Je n'ai pas véritablement vécu, je n'ai pas ressenti justement qu'il y avait une fête au Cameroun. Effectivement, on a des contraintes, des crises qui justement secouent le Cameroun.
Et dire aujourd'hui qu'on peut parler véritablement d'une unité, ça serait un peu biaisé pour la simple raison que nous avons nos frères du Nozo, nous avons également Boko Haram, nos frères du Nord qui souffrent au quotidien. Donc, moi je pense pour ma part que le plus important, ce serait justement que la paix revienne dans ces différentes régions qui sont sinistrées aujourd'hui. En ce moment-là, on pourra parler véritablement d'une unité. Denis Kobo, intégration nationale, où en est le Cameroun? Je vais vous surprendre si votre cœur ne bat pas souvent pour le Cameroun. Le mien ne bat uniquement que pour le Cameroun. J'ai envie d'affirmer haut et fort que l'unité du Cameroun ne se mesure pas au nombre de personnes qui prennent un couteau pour imposer leur loi sur 1 mètre carré. Donc l'unité du Cameroun, c'est une unité politique acquise, une volonté affirmée des Camerounais des 4 coins du pays de vivre ensemble, même s'il y a des éléments ripoux et des rebuts de la société. Et l'intégration, de toute façon, moi, je ne me suis jamais senti à l'étroit, quelque part au Cameroun. Je ne me suis mieux senti qu'en parcourant, par exemple, les régions septentrionales du Cameroun. Je me suis souvent mieux senti que lorsque je pars de Ntam à Djoum, je passe par Lomé, à Bomban, Lemban, Kenzo. Il y a des Camerounais qui dorment en mijotant dans leur esprit que la quantité de défiance individuelle ou collective peut déterminer la qualité de la souveraineté de notre pays. Donc nous sommes un pays qui a une superficie connue et ce territoire-là est tenu par un pouvoir politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et ce pouvoir est également tenu par des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à tenir 3 fichiers sécuritaires. Une fichier sécuritaire au Nozo, entretenue par des officiers étrangères, soutenue par des Camerounais qui vivent de la rente. C'est ça le problème. Si la crise perdue au Nozo, c'est parce qu'il y a des Camerounais qui aimeraient que ça a perdu parce qu'ils vivent de la rente, de la guerre. À l'Est, on a essayé, ça n'a pas marché. À l'extrême nord du Cameroun, ça ne marche pas. Donc nous sommes un pays debout malgré tous les André Lutemeka, du moment. Comment est-ce que vous appréciez cette phrase souvent répétée par les Camerounais? Au Cameroun, on n'a pas de problème de vivre ensemble, on a un gros problème, c'est le manger ensemble. C'est une phrase très pertinente, tout simplement parce que les élites ne font pas leur travail de relais, notamment de développement autocentré. Et ce n'est pas seulement un problème d'élite politique, administrative, il y a aussi les élites économiques. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté l'élite politique et d'un autre côté l'élite économique. Les élites doivent, n'est-ce pas, faire en sorte que les retombées, notamment de la croissance, les retombées de leur impactation économique puissent se retomber sur le peuple. Je voudrais conclure, notamment en ce qui concerne l'unité, que la jeunesse s'amuse, mais la jeunesse ne doit pas s'amuser. Parce qu'il y a des patriarches, les ancêtres du Cameroun, qui ont bataillé pour la réunification, qui sont allés dans le Cameroun anglophone pour convaincre les anglophones de revenir avec nous. Il y a les anglophones, les ancêtres anglophones, qui avaient hâte de retrouver, n'est-ce pas, le Cameroun francophone, leurs frères, pendant la période allemande. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont bataillé, certains sont morts, certains se sont réunis au lycée de Fumban pour créer l'unification, et certains se sont réunis dans le grand parti de l'UNC, qui est aujourd'hui le RDPC. Donc le RDPC aujourd'hui est l'héritage de la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Je voudrais conclure en disant, en ce qui concerne cela, l'indivisibilité du territoire doit être notre héritage commun. Nous devons nous battre avec notre sueur, avec notre sang, pour qu'un morceau du Cameroun ne soit pas divisé et que les Camerounais vivent ensemble de façon harmonieuse dans le cadre, n'est-ce pas, du territoire. Sur la même question qu'André Lutemeka, pensez-vous que les enrichissements illicites des uns puissent avoir un impact sur la façon dont les autres se sentent finalement intégrés dans la nation? C'est un des problèmes qui crée la division entre Camerounais, qui crée la colère, qui crée les injustices. Parce que je pense qu'à l'origine des crises que nous avons au pays, il y a d'une part des injustices et d'autre part le fait que la richesse n'est pas équitablement répartie. Et cette richesse, en grande partie, fruit du labeur de la plupart des Camerounais modestes, est capturée par ceux qui contrôlent l'appareil de l'État, qui sont des pseudo-hommes d'affaires, parce qu'ils ont créé une pseudo-classe d'affaires à côté, qui ne crée pas en réalité d'industrie, mais qui est justement dans le bail Amselam. Et c'est eux qui sont, à mon avis, un des profonds facteurs de division de ce pays, parce qu'ils ne servent à rien.
Alors, en un tour de table, 1 minute chacun. Depuis plusieurs années déjà, les thèmes de célébration de la fête de l'unité tournent autour du armée et nation. Évaluation de la symbiose entre l'armée et le peuple camerounais. On commence avec vous. Je n'ai pas bien suivi la question, madame. Alors, je dis depuis plusieurs années déjà, les depuis, mais Anthony Tabeka, depuis plusieurs... C'est la déontologie, ça, monsieur Meka. C'est pas possible. Alors, depuis plusieurs années déjà, les thèmes de célébration du 20 mai tournent autour de armée et nation, armée et nation. Les thèmes commencent toujours presque de cette façon. Avec vous, j'aimerais qu'on évalue la symbiose, la relation entre l'armée camerounaise et finalement le peuple camerounais. Bon, en 1 minute chacun. Monsieur Meka, rassurez-vous, maintenant j'ai bien suivi. Alors, je vais tout simplement dire que... En 1 minute chacun. L'armée, en réalité, devrait être au service de la nation. Et je crois que pour ceux qui ont suivi le discours du professeur Maurice Kamso, il a bien dit que l'armée doit être une armée professionnelle. L'armée doit être une armée au service de la défense des intérêts d'une nation et non au service d'un homme. Parce qu'il est clair et constant qu'au jour d'aujourd'hui, l'armée, justement, sert les intérêts d'un homme. Anthony Tameka. Oui, l'armée n'est pas la milice boulot, comme le dit un certain président d'un parti politique qui est représenté sur ce plateau. L'armée et nation, c'est véritablement le nœud de la nation. Parce que si vous constatez très bien, l'armée a défendu le territoire camerounais. Denis Kouébou parlait du Nozo, de Boko Haram. Je ne suis pas sûr que sans cette armée-là, le Cameroun aurait survécu face à ces assauts de l'extérieur. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de nation sans armée avec la population, parce que, notamment, vous savez, les gens sont foncièrement méchants, disait Machiavel. Donc, il faut automatiquement qu'il y ait une sorte de discipline pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et pour moi, depuis cette décennie, l'armée a été le sauveur, n'est-ce pas, de la nation. L'armée camerounaise... Messieurs, on n'a plus beaucoup de temps. L'armée camerounaise et l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont au service du peuple camerounais. Si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas existé, beaucoup d'entre nous seraient morts depuis très longtemps, certains ne seraient même pas nés. Je vais aller en 1984. J'ai pensé à un militaire qui était ici à Douala, le colonel Etoga, le père du CED actuel, qui avait refusé que les Français qui voulaient renverser les institutions fassent atterrir un C-130 ici à Douala. Donc si un militaire comme celui-là n'avait pas refusé, n'est-ce pas, le complot français, peut-être que le Cameroun aurait changé. Cette armée-ci a d'autant plus démontré sa compétence, son professionnalisme, que nous avons un pays à côté qui ne vit aussi que grâce à nous. La Centrafrique aujourd'hui est debout parce que les militaires camerounais exportent leur savoir-faire. On a exporté vers Haïti, on en a exporté vers la Côte d'Ivoire. Et malgré tout ce qui se dit par ceux qui vivent de la rente, de la guerre, c'est nous qui expédions nos corps pour sécuriser les autres pays. Depuis très longtemps, on n'a pas vu, n'est-ce pas, des casques marrons ou bleus venir au secours du Cameroun. Donc notre armée tient. Il faut qu'elle continue de tenir, malgré tout le discours ambigu qui est tenu par certains hommes politiques entre guillemets. C'est la seule institution qui est véritablement intégrée dans ce pays, c'est notre armée. Bon, je pense que la relation est complexe. Je pense que... En 1 minute. André Luther Meka. Allez-y, Franck, ici. Je crois que tout le monde a observé qu'à l'origine, dans les années 60, l'armée qui a été mise en place a été utilisée pour combattre les nationalistes, qui sont les pères fondateurs. La deuxième chose, c'est que dans les années, depuis qu'on connaît la crise avec Boko Haram, il y a eu un soutien massif derrière cette armée. Maintenant qu'on est entré dans un autre type de conflit qui nous oppose un peu plus entre Camerounais, on a vu plutôt maintenant des réactions ambiguës, notamment de la part des populations qui vivent sur les territoires où cette armée se déploie et qui ont eu aussi à protester contre des pratiques et des dérives qu'on a pu observer. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de l'armée, d'abord, il y a de malaise. Et je pense que pour qu'elle continue à jouer pleinement son rôle, elle soit une armée du futur, il faut que peut-être les soldats de terrain soient mieux traités, leurs revendications et leur situation soient mieux prises en charge. Et je pense que si aussi au niveau politique, les politiciens font leur travail en évitant des guerres et des conflits inutiles, le Cameroun saura se retrouver pleinement
quel que soit l'endroit sur le territoire, derrière son armée. Merci Franck Essi d'avoir accepté notre invitation ce dimanche Mars Wabo. Merci d'avoir été là. André Luther Meka, merci. Merci d'avoir répondu présent. Déli Kobo, merci d'être là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30 demain lundi. Lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.